Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Hauts-de-Seine, le CAUE 92, qui vous propose ce soir une tribune où vont prendre la parole les maires des Hauts-de-Seine, autour de la question de l'acte de construire, de la production de logements, bref, de la ville, ceux qui savent faire le mieux. Je remercie toute l'équipe qui m'entoure ici au CAUE, tous les participants, l'équipe technique aussi, parce que c'est évidemment toujours un gros travail que d'organiser ce type de manifestation. Et je passe la parole tout de suite à Cyril Poy pour animer cette rencontre. Merci Cyril. Merci Philippe Laurent. Je rappelle que tu es maire de Sceaux. Philippe Laurent est président du CAUE et c'est à ce titre que tu prenais la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tribune des maires, à ceux qui sont ici avec nous, les quelques-uns qui ont pu participer au débat et surtout à vous qui êtes derrière votre écran d'ordinateur ou de téléphone. Cette tribune des maires du département des Hauts-de-Seine dont l'objectif est de débattre avec 8 élus, 8 maires qui sont autant de représentants de sensibilités politiques différentes, mais aussi de communes différentes, tant par leur histoire, par leur tissu urbain et leur réalité contemporaine, économique et sociale. Ce n'est pas à nos invités de ce soir, des 2 tables rondes de cette tribune, que je vais la prendre. La première table ronde avec Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, Nadège Azaz, la maire de Châtillon, Philippe Doron, donc maire de Sceaux que l'on vient d'entendre, et Jacques Kosowski, le maire de Courbevoie, qui interviendront sur la question de la production des logements. Donc ce n'est pas à eux, ni même aux autres maires qui vont intervenir sur la table ronde concernant la qualité des logements. Denis Larguero, le maire de Meudon, Philippe Laurent, encore maire de Sceaux, Patrick Chejmovic, maire de Colombes, et Jacqueline Bellhomme, la maire de Malakoff. Donc ce ne sont pas à eux que je vais apprendre, disais-je, que les maires sont aujourd'hui confrontés à des injonctions contradictoires auxquelles il devient de plus en plus difficile de répondre. En voici quelques-unes, et la liste n'est bien sûr pas exhaustive. L'État vous demande, messieurs et mesdames les maires, de construire des logements. C'est ce qu'on appelle la territorialisation de l'offre de logements, qui s'applique au territoire du Grand Paris. Et en même temps, vous avez des administrés qui vous disent qu'ils en ont marre de toutes ces nouvelles constructions, ce qu'on peut appeler la logique NIMBY, Not in My Backyard, qui se décline en toutes les teintes, du refus du logement social à la défense de l'environnement. Le BIMBY est assez protéiforme. Autre injonction contradictoire, le développement durable, qui implique souvent d'investir plus d'argent dans la construction pour répondre aux nouvelles normes environnementales, notamment sur le plan énergétique, et en même temps, vos administrés, et vous-même peut-être aussi, qui déplorez la hausse des prix des logements, qui ne s'arrête jamais et qui ne permet pas de loger ceux qui en ont besoin. Une autre injonction contradictoire, dérivée un petit peu de la précédente, exiger, et vous le faites, certains, avec des chartes de la construction, de la qualité de la construction ou de la construction durable, exiger donc une grande qualité de logement, là encore, avec des normes environnementales élevées, tout en demandant aussi aux promoteurs de sortir des prix de sortie adaptés, voire capés, c'est-à-dire limités, et en demandant par ailleurs des charges foncières élevées, parce qu'il faut bien aussi valoriser les terrains immobiliers de la commune. Qui vous en voudrait? Sûrement pas France Domaine qui vous accompagne dans ce type de démarche, mais c'est vrai que si on est exigeant sur tous les côtés, ça devient difficile après de tenir des prix. Et enfin, last but not least, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, alors qui s'applique davantage sur des communes dans des territoires un peu plus ruraux, mais on a aussi ce souci dans le Grand Paris, dans les Hauts-de-Seine, et globalement la place qu'il conviendrait d'accorder à la nature en ville, qui conduit à ne plus autant construire sur certaines parcelles qu'auparavant, à en rendre d'autres inconstructibles ou à limiter l'emprise au sol des bâtiments, ce qui invite donc à construire un petit peu plus haut pour garder un nombre acceptable de logements et un équilibre économique pour l'opération. Et en mettant vos administrés et vous-même pouvez parfois regretter la hauteur que prennent certains projets induites par de telles contraintes de densité qui se développent verticalement. Donc vous êtes tous, mesdames et messieurs les maires, heureux récipiendaires de la faculté de délivrer les permis de construire depuis la décentralisation, face à ces injonctions qui, quoi que vous décidiez, de toute façon, vous apporteront leur lot de contestations locales de la part de vos administrés. Mais après tout ça, la politique locale, c'est même la politique tout court, c'est cette capacité à trouver ce chemin ténu qui permet d'avancer armé de vos valeurs et de vos projets politiques. On est là pour vous écouter
Et on va commencer tout de suite avec une table ronde consacrée à la production de logements. Et je signale à nos amis qui nous écoutent derrière leur écran, s'ils ont envie de poser des questions, il y a une petite touche sur Zoom avec « Je lève la main ». On leur donnera la parole après avoir entendu nos invités. On va commencer avec Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers. Patrice, Gennevilliers, c'est une commune très particulière, donc peut-être très rapidement nous dire, ceux qui ne connaissent pas éventuellement Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, faire le point un petit peu. Est-ce qu'il faut construire ou pas? Qu'est-ce qu'il faut construire? Et on évoquait, avant que nous commencions, la question du logement social aussi. On voit que c'est un débat aussi qui apparaît dans les élections présidentielles. Quelle place on donne au logement social? Gennevilliers est une ville qui a beaucoup de logements sociaux et qui entend aussi revendiquer cette part de logements sociaux. Donc, par rapport à la production, comment se place la ville de Gennevilliers sur la question du logement? Alors, il y a plusieurs questions, donc je vais les prendre. Donc, déjà, Gennevilliers est une ville que le hasard a placée exactement au centre du monde. Et ensuite, c'est dans le nord-ouest des Hauts-de-Seine, ce centre du monde. Et c'est une ville très populaire puisque c'est une des populations qui a les revenus les plus bas, enfin, un des plus bas dans la région Île-de-France. Ensuite, sur la question du logement social, effectivement, c'est une question, vous avez dit qu'elle était dans les élections présidentielles. J'aimerais qu'elle soit dans les élections présidentielles, en fait, cette question, parce qu'on ne la voit pas beaucoup apparaître. C'est pourtant une question fondamentale qui me semble, et qui va devenir même cruciale dans les années à venir. Et c'est une question politique, puisque dans une période où il y a autant de monde qui souffre du manque de logement social et de logements sociaux en Île-de-France, il est toujours de bon ton de stigmatiser le logement social et de faire de celui-ci les responsables de la malvie des couches populaires. L'opération est assez idéologique, assez politique, et elle est tellement aboutie que le département des Hauts-de-Seine met un plafond à 50%, la région à 30%. Et il y a des maires... Un plafond pour les subventions? Oui, voilà. Par exemple, Gennevilliers ne peut pas toucher de subventions ni de la région ni du département des Hauts-de-Seine sous prétexte qu'on aurait trop de logements sociaux. Et puis l'opération est tellement idéologique et tellement aboutie que même des maires, quelle que soit leur couleur politique, des maires de droite ou de gauche qui veulent construire, vous l'avez dit dans votre introduction, qui veulent construire du logement social, se trouvent enfermés dans l'égoïsme social de leur population, qui ont peur que des cas sociaux arrivent à côté de chez eux. Pourtant, 70% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Et je crois que personne ici n'oserait dire que 70% de la population d'Île-de-France est constituée de cas sociaux. Il s'agit d'employés de mairie, d'employés de préfecture, des fois de jeunes cadres, de jeunes couples, de personnes qui travaillent. Bref, ce que j'appelle moi la France normale. Nous sommes donc loin de la caricature qui vise à montrer des HLM comme des ghettos de cas sociaux. Pire, dans la métropole du Grand Paris, pour dire les besoins, il y a 4... Mes chiffres sont sûrement sous-estimés. Il y a dans la métropole du Grand Paris 450 000 demandeurs de logement et il y a 45 000 logements qui se libèrent par an. Si vous faites la division, ça fait un temps d'attente moyenne de près de 10 ans, voire plus de 10 ans aujourd'hui pour avoir un logement social. C'est insupportable. C'est pour ça que je dis que ça va être la question majeure des prochaines années, parce que cette situation ne peut que s'aggraver en fonction d'un rythme de construction insuffisant en termes de logement social. Et ça a des conséquences. La première des conséquences, c'est l'exode des couches moyennes et des couches populaires de la métropole. Je rappelle que dans ce département des Hauts-de-Seine, il y a 5 ans, le diocèse de Nanterre a fait une étude démographique et une étude sociologique et fait la démonstration, ce diocèse, qu'après avoir viré les couches populaires, ce sont maintenant les couches moyennes qui ne peuvent plus habiter dans les Hauts-de-Seine par manque de logements sociaux ou parce que le prix des logements est extrêmement cher. On arrive à 7 000, 8 000, voire des fois ça monte encore plus cher du mètre carré. Qui peut habiter dans ces conditions? C'est aussi l'impossibilité de relogement des femmes victimes de violences conjugales, des difficultés pour reloger celles et ceux qui se séparent. C'est une croissance des loyers dans le privé, puisqu'il n'y a pas la concurrence du logement social, et le prix dans le privé monte aussi. C'est une possibilité pour les marchands de sommeil d'accueillir des gens qui n'ont pas de choix, et qui se retrouvent dans ces pavillons à la découpe ou dans des logements insalubres, mais qui n'ont pas le choix que d'habiter dedans. Ce sont aussi des éloignements sur la question environnementale, puisque ça chasse les gens des couches moyennes et des couches populaires. C'est donc des temps de transport plus importants et une pollution plus importante par l'utilisation de véhicules. C'est aussi une gestion de la pénurie qui fait que le logement social peut se paupériser, puisqu'on travaille le logement social qu'en règlement de l'urgence,
et non plus comme étant un droit au logement en fonction des revenus que l'on peut avoir. Par ailleurs, je pense que le seul moyen de lutter contre la gentrification dans notre métropole et dans nos villes de la Petite Couronne, c'est d'avoir du logement social en nombre suffisant. Alors ce serait quoi? C'est quoi un nombre suffisant? C'est de se rapprocher de ces 70% des besoins. On sera en dessous parce que dans les 70% des personnes éligibles au logement social, tout le monde veut. Il y en a qui veulent acheter. Et je suis pour la liberté d'acheter. Voire même qui sont déjà propriétaires. Ou déjà propriétaires, voilà. Mais en tout cas, c'est de monter beaucoup plus haut et d'arriver proche des 50% certainement sur ces questions. Donc, vous l'avez compris, je pense qu'il faut construire massivement du logement social dans notre métropole pour répondre à ces besoins et permettre à ces salariés que l'on a pu voir pendant cette période du Covid comme étant essentiels, d'habiter pas loin de leur lieu de travail. Sinon, pendant cette période du Covid, ils avaient beaucoup aussi de transport à avoir. C'est aussi redonner, le logement social, c'est de redonner du pouvoir d'achat ou du pouvoir de vivre, je préfère le mot pouvoir de vivre, puisqu'on limite à 30% la pression sur du loyer sur les revenus, alors que dans le privé, aujourd'hui, entre ceux qui achètent et ceux qui sont dans le logement privé, ils sont quand même plus proches de 50%, voire des fois 60% qui passent dans leur loyer. Alors, est-ce que le logement social est parfait? Non, il faudrait aussi des mesures, y compris pour nous aider à construire, qui pour moi sont notamment, pour éviter sa paupérisation, c'est l'augmentation des plafonds. Pour ne pas faire du logement social simplement que le logement des gens qui ont le moins de revenus, il faut augmenter les plafonds pour permettre leur entrée et travailler à une diversification sociale dans le logement. Remplacer progressivement l'APL par l'aide à la pierre, ce qui existait auparavant, ce qui coûtait moins cher à l'État d'ailleurs, et permettait de construire moins cher aussi pour celles et ceux qui construisaient. Mais ça, ce sont des demandes qui concernent l'État. Oui. Qu'est-ce que le maire que vous êtes fait concrètement pour maintenir cette production? La région ne vous aide pas, ni le département. Donc du coup, comment on met de l'argent. Donc nous, Gennevilliers, on construit tout ce qu'on construit aujourd'hui, on construit avec 50% de logements sociaux, 50% de logements en accession sur toutes nos opérations. Et on a déjà un stock existant, vous le disiez, de 66%. C'est-à-dire qu'on est à 4 points en dessous des besoins. 70%. 4 points en dessous des 70%, je m'en excuse auprès de tout le monde. Mais c'est quelque chose d'important et donc on continue de construire cette offre pour accueillir les salariés dans notre ville. Alors, on est équipé pour cela. C'est-à-dire parce que pour construire, il faut avoir des outils. On a une direction de l'urbanisme, on a une direction du droit des sols, on essaye de travailler une maîtrise publique des sols, c'est-à-dire que l'on préempte à chaque fois qu'il y a des sols qui se libèrent. Je prendrai l'exemple quand l'entreprise Chausson, ça faisait 9 à 10 hectares, qui dépend de Renault, et que Renault a voulu vendre aux plus offrants, la ville a préempté pour avoir une maîtrise publique de l'aménagement et de faire en sorte que déjà en préemptant, ce n'est pas les promoteurs qui choisissent leur prix, mais on rachète au prix des domaines. On a un exemple récemment, il y avait une vente qui allait se faire à 3 millions d'euros, on l'a racheté 900 000. Donc ça aide aussi à ralentir la spéculation. On n'arrête pas la spéculation foncière. Je vous dirais des mensonges si je vous disais qu'il n'y a pas de spéculation foncière ou immobilière à Gennevilliers. Mais en tout cas, on arrive à la ralentir par ces mesures. Avec l'établissement public foncier par régional. La ville. Surtout pour l'instant, c'est la ville en direct, parce qu'y compris avec l'établissement public foncier, ils achètent parfois trop cher. Et donc, je préfère. Et donc, on a une SEM, la CEMAC 92, qui nous permet de négocier les tarifs de manière sévère, pour faire en sorte que les prix soient les plus bas possibles à l'achat quand on préempte et nous permettent de construire. On a un ancien OPH qu'on a sauvé en le transformant en coopérative de l'habitat. Nous avons une coopérative aussi qui construit du logement en accession sociale et que nous avons aussi transformé, notamment qui fait du BRS. Alors, on explique un petit peu. Du bail solidaire. Bail réel solidaire. Du bail réel solidaire, ce qui permet d'abord, le foncier n'appartient pas aux personnes qui achètent. Et puis, on est obligé de revendre en plus l'accession sociale en accession sociale. Ce qui n'était pas le cas avant mon premier mandat. C'est-à-dire qu'on vendait en accession sociale et ils pouvaient revendre dans le libre. Là, donc pour les habitants, c'était très bien. C'était une très belle culbute financière. Il y avait des clauses anti-spéculatives qui ne tenaient pas longtemps. Voilà, ça faisait quand même monter beaucoup les prix. Donc on a ces outils. Notre SEM, par exemple, travaille et pilote 11 ZAC dans notre ville, pour vous dire la puissance publique sur l'aménagement qui est important. Ça nous a permis de faire donc ce quartier dont je vous parlais, quartier République aujourd'hui, qui s'appelle sur les terrains de Renault. On a fait 1500 logements, 50% en logement social, 50% en logement en accession diversifiée, parce qu'il y a de l'accession sociale dedans.
Nous travaillons sur un nouveau quartier en face le parc des Chantraines où il y aura à nouveau 1500 logements à 50-50 aussi. Et nous avons un rythme de construction sur les prochaines années d'environ 385 logements par an. Ce qui est énorme pour une ville de 47 000 habitants aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas dépasser trop les 55 000. Mais par exemple, dans une ville comme la mienne, si on ne construit pas 150 logements par an, la population diminue. Parce que quand les enfants quittent le logement, c'est un logement supplémentaire, mais ce n'est pas une personne supplémentaire 150, dans la ville. 150 logements, c'est juste le desservement des ménages. C'est juste maintenir le niveau de la population et donc la réponse aux besoins des jeunes des cohabitants pour cela. Bien entendu, en même temps qu'on pense à la construction, c'est aussi une question pour les maires bâtisseurs. C'est que il y a des villes voisines, ils en parleront certainement. Il ne faut pas bétonner. Déjà, il faut garder de la place pour les espaces verts. Il faut garder de la place pour des équipements publics. Il faut construire des écoles, il faut construire des crèches, il faut construire des gymnases. Et de l'argent aussi. Donc il faut de l'argent. Et ça, c'est important. Ça a un coût donc, qui nécessiterait que l'État nous accompagne davantage. Philippe Laurent, qui est un spécialiste des finances locales, en parlera mieux que moi, mais que la question des ressources des collectivités locales se pose aussi pour pouvoir répondre aux besoins en logement des habitants pour ces raisons-là. Je rajouterai, et pour finir, qu'effectivement, on a une spécificité au-delà de la jolie couleur de notre ville. On a une spécificité, c'est qu'on a des moyens financiers qui nous permettent d'assumer ces politiques publiques. Le port rapporte de l'argent. Non, c'est pas le port, parce que le port, en fait, sur Gennevilliers, il y a 43 000 emplois pour 47 000 habitants, et le port, ce n'est que 8 000. Le port est important pour la métropole, il est important pour le développement durable de cette métropole, pour le développement économique de la métropole, pour la logistique de proximité, mais c'est les activités productives que nous avons sur le reste de la ville qui est important. Et je dois dire qu'il y a chez nous comme un exemple que le partage des richesses créées par les entreprises peut être utile pour un aménagement public de la ville au service des habitants. Merci Patrice Leclerc d'avoir tenu dans ces 10 minutes. C'est un petit exercice difficile qu'on vous demande, mais si on veut que tout le monde s'exprime, il faut s'y tenir. Nadège Azaz, vous avez mis un petit peu le frein sur la construction. Votre prédécesseur était un maire bâtisseur et vous arrivez avec une ville où vous estimez qu'il faut un petit peu regarder et prendre le temps de regarder aussi les équipements qui manquent. Si je résume un petit peu brièvement le propos que vous allez développer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette production de logements aujourd'hui? Dressez-nous un petit peu le portrait de votre ville. Vous êtes maire de Châtillon. Qu'est-ce que Châtillon aujourd'hui et quel est votre projet en termes de production et votre rapport au logement à Châtillon? Alors, Châtillon n'est pas au centre du monde, mais au centre de l'univers, cher Patrice. La concurrence est rude, là, le troisième. Mais attention, il faut trouver un qualificatif encore plus élogieux. Cher président. Donc d'abord, évidemment, vous remercier vraiment pour cet exercice, cher président Philippe Laurent, à vous tous au niveau de la CAUE, parce que pour nous aussi, c'est des exercices qui sont extrêmement utiles en tant que maire, d'échanger, de pouvoir avoir ces moments de partage. Châtillon est une petite ville d'un petit peu moins de 3 km², qui est une ville très dense, avec en plus une certaine partie de la ville qui est aujourd'hui réservée par la SNCF, puisque nous accueillons sur le territoire de la commune le centre de réparation, donc le technicentre des TGV de l'Ouest. Donc en réalité, une ville qui s'étale sur à peu près 2,3 km² aux portes de Paris, avec de nombreuses intermodalités, notamment le terminus de la ligne 13, le terminus du tramway 6, bientôt une gare du Grand Paris Express. Et donc, avec aussi, du fait de ce positionnement, mais non seulement concernant Châtillon, mais à l'intérieur du département des Hauts-de-Seine et à l'intérieur de la région Île-de-France, évidemment, un besoin nécessaire de réalisation de logements, puisque nous avons aussi une évolution démographique à prendre en compte. Alors, si construire n'est pas un gros mot, c'est construire bien et peut-être construire mieux.
concernant en tout cas Châtillon, parce que ce qui a pu être contestable, ça a été une forme d'urbanisme un peu débridé et non organisé, au vu notamment des besoins de nos habitants, de la nécessité de préserver aussi un cadre de vie qui soit oxygénant, avec le maintien de nos espaces verts, voire d'en créer, d'en organiser. Nous avons la chance aussi d'avoir ce fameux poumon vert qu'est la coulée verte, qui doit permettre à ces habitants qui habitent donc dans des villes assez denses de pouvoir trouver des lieux de repos, des lieux de promenade. Et c'est vrai que Châtillon, ces dernières années, a été particulièrement travaillé par la promotion immobilière avec de très nombreux projets d'aménagement, mais qui ne prenaient pas réellement en compte ni ce besoin en termes de qualité de vie, d'équipement public, ni par ailleurs cette problématique en fait de besoin de logements sociaux. Nous sommes une ville qui, malgré une très forte spéculation immobilière, est aujourd'hui carencée en termes de logements sociaux. Nous atteignons difficilement les 24%. Donc, l'objectif pour notre municipalité, je salue mon adjointe Mélodie Chalvin à l'urbanisme qui est présente, a été avant toute chose de se projeter et de travailler sur les conditions d'aménagement. Parce que construire, c'est évidemment répondre à des besoins forts pour la population en termes de logement, mais c'est aussi pour nous, maires, la possibilité d'aménager son territoire et de pouvoir travailler aussi sur la prospective à long terme. Je donne un seul exemple concernant Châtillon. Moi, je suis une enfant de Châtillon, j'ai grandi à Châtillon, continue de vivre à Châtillon. Nous n'avons pas de lycée à Châtillon, alors que nous atteignons bientôt les 40 000 habitants, avec évidemment des zones tout autour qui se densifient tout autant. Et donc, avec des murs que nous n'allons pas pouvoir continuer d'étendre. Et donc, c'est aussi sur les conditions d'apprentissage de nos jeunes que cela est amené à pâtir. Donc, la volonté est vraiment aussi de pouvoir se projeter. Alors, comment on fait concrètement? Parce que, évidemment, continuer de construire, c'est aussi continuer à faire venir des habitants, donc un signe d'attractivité. C'est travailler aussi sur le parcours résidentiel de nos habitants. On se sert, mais comme le font mes collègues, de cet outil extrêmement important qu'est le plan local d'urbanisme. Alors bientôt, plan local d'urbanisme intercommunal. Et c'est dans le cadre en fait de cet outil que nous œuvrons pour encadrer, parce que c'est vraiment cette volonté-là, les constructions au niveau de notre ville. On a, je l'ai dit à plusieurs reprises, vraiment, nous, ce sujet de carence aussi en équipement public. Nous n'avons pas eu... malgré ces immeubles qui ont continué de pousser encore et encore, des équipements qui ont suivi ce même rythme. Donc aujourd'hui, des problématiques au niveau de ces nouveaux habitants d'accès à des gymnases pour développer aussi ce lien social, parce que nos villes ne se résument pas, et nous refusons, je pense, collectivement, là, quel que soit notre bord partisan, à être des villes dortoirs. Nous ne sommes pas des villes de transit. Pourtant, avec tous ces transports qui vous permettent en 10 ou 15 minutes d'être à Paris, ça pourrait très rapidement aussi se transformer. Donc il nous faut aussi conserver tout cet esprit qui permette aux habitants, non seulement d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue, encore une fois, de cadre de vie, de rester, d'un point de vue commercial, donc de répondre aussi à ces besoins-là. Alors comment on fait ? À chaque promoteur, pour chaque projet qui est proposé, et on l'assume parfaitement, la question, elle est simple. Quel est l'intérêt pour Châtillon? Quel est l'intérêt pour ses habitants? Est-ce qu'il va y avoir des commerces dans des quartiers qui sont plutôt carencés? Est-ce qu'on va travailler sur une requalification urbaine pour permettre un agrandissement des espaces verts? Est-ce qu'il va y avoir un aménagement un peu plus qualitatif au niveau de la voirie? Si on n'est pas en capacité en face de nous répondre par rapport à un intérêt qu'on pourrait considérer comme étant partagé par rapport, nous, à l'intérêt général qui nous préoccupe, effectivement, les promoteurs comprennent rapidement qu'ils n'ont plus leur place à Châtillon. Et c'est ce rôle majeur que nous tentons nous d'obtenir. Donc Patrice l'a évoqué, nous sommes en train de rédiger une charte de la promotion immobilière où on oriente les constructions futures pour qu'elles puissent répondre réellement aux besoins des habitants et aux besoins effectifs.
Ça nous permet évidemment d'encadrer la construction déjà dans des zones qui sont très denses, mais aussi la question des nuisances. Parce que quand vous dites à nos habitants nouveaux projets, nouvelles constructions, tout de suite, ce qui apparaît, c'est une forme de résistance, et une forme de résistance liée aux nuisances. Alors, plus d'habitants, oui, mais aussi les nuisances liées à des villes qu'ils ont l'impression de voir perpétuellement en chantier. Et donc, là-dessus, il faut aussi que les promoteurs et que tous ceux qui construisent puissent s'engager pour limiter au maximum toutes ces problématiques-là. Ça veut dire que nous ne soyons pas obligés, des dizaines de reprises, de rappeler un certain nombre de choses en termes d'horaire de commencement de chantier ou d'arrêt, de ne pas salir ou complètement envahir la voirie, parce que c'est parfois le cas. C'est de pouvoir anticiper dès l'amont du projet comment est-ce qu'ils vont réaliser en fait les travaux, et non pas venir empiéter sur des zones où les piétons seraient mis en danger, où la circulation devrait être déviée. Et c'est aussi le choix d'associer au maximum la population, avec notamment alors on a mis en place, nous, un comité extra-consultatif de l'urbanisme, donc qui est... il est composé de Châtillonnaises, de Châtillonnais qui ont tous une compétence en fait dans ces questions. Donc ça peut être des architectes, ce sont des experts. Comment a-t-il été composé ce comité ? Alors on a fait tout simplement un appel en fait à candidature, absolument, publiquement. Donc et ensuite en lien justement aussi avec le CAUE, il y a eu un petit jury, et puis en lien avec les services de la ville, il y a eu un jury en fait qui a désigné une dizaine d'experts, donc qui travaillent tous sur ces questions-là, qui sont engagés évidemment de manière bénévole, avec aussi une charte déontologique qu'ils ont signée pour éviter tout conflit d'intérêts, et qui nous accompagnent donc sur les projets, qui nous accompagnent sur les modifications PLU, qui sont associés en fait de manière systématique à ces chantiers-là, mais aussi à partir du moment, et on a récupéré nous un certain nombre de projets immobiliers qui étaient déjà en cours, donc auxquels on ne pouvait plus s'opposer parce que les permis étaient devenus définitifs. C'est imposé aussi à ces promoteurs de discuter en fait avec les riverains. Voilà, donc il y a eu pas mal de discussions, il y a eu des réunions qui ont été organisées, avec un suivi des questions qui sont posées. Donc je l'évoquais sur les questions des nuisances, mais plus largement, quand il s'agit en fait de baisser parfois les hauteurs des bâtiments, il faut l'entendre. Quand il s'agit en fait de pouvoir travailler sur les questions de voirie, il faut pouvoir l'entendre. Donc c'est vraiment aussi remettre le citoyen au cœur de toutes ces décisions-là. Évoquer aussi peut-être le PLU. Très rapidement. Très rapidement, parce que c'est vraiment pour nous l'outil majeur. Comme je vous l'ai dit, on est carencé, donc on est à 24%. Là, vous héritez d'un PLU, donc vous allez faire une modification. Alors il y a eu PLU. une première modification. Donc là, l'objectif... C'est pas facile de modifier un PLU. On y réfléchit à deux fois. Alors il y a une enquête publique, il y a un travail évidemment qui est mené technique, il y a après des choix politiques. L'objectif, nous, de la première modification de notre majorité au niveau du PLU, ça a été la première, vraiment, de réserver, de protéger nos 2 dernières réserves foncières à Châtillon, qui sont une zone aujourd'hui, qui est une zone d'activité économique, et qu'on souhaiterait pouvoir justement se voir développer en mixité fonctionnelle, parce qu'aux abords de la gare du Grand Paris Express sont 10 hectares qu'on appelle la zone des ARU, avec une réservation aussi d'1 hectare pour un lycée. Nous le faisons. Voilà. La fameuse zone aussi de l'Onera, où on a 3 hectares, où il y a un déménagement en fait des services qui est prévu. Je salue d'ailleurs mon collègue de Meudon qui est aussi concerné par ce sujet-là, qui est prévu. Et donc l'idée justement pour limiter là-dessus la spéculation foncière, ça a été de mettre en place en fait des périmètres de sauvegarde pour permettre en fait de préserver ces 2 réserves foncières. La deuxième urgence impérative pour nous, c'était d'augmenter la végétalisation en fait dans tous les projets. Donc nous sommes passés de 20 à 35%, et on raisonne en zonage à Châtillon dans une prochaine modification. Alors de 20 à 35% de pleine terre. Absolument, et d'espaces verts. Et deuxième modification en cours, parce qu'on n'a vraiment paré à l'urgence, là va être donc de passer dans certaines zones de 35 à 40% de pleine terre, d'espaces verts, et de travailler aussi sur la question du logement social, parce qu'on avait besoin aussi un peu d'état des lieux. Donc dans chaque
projet en augmentant, en fait, en dépassant les objectifs de la loi SRU pour rattraper notre retard et donc en passant à 30% d'imposés en fait, dans chaque programme immobilier. Votre objectif, c'est de 30% là. Voilà. Pour rattraper les 25, pour arriver jusqu'aux 25 pour rattraper les 25 et puis Et pour avoir une petite réserve aussi. Okay. À Châtillon, 1500 demandeurs de logements sociaux. Donc il faut aussi qu'on puisse répondre bien, à des demandes qui sont de plus en plus, Patrice le rappelait, on a de plus en plus de personnes qui sont éligibles et qui sont surtout en situation de mal logement. Donc il faut qu'on puisse proposer aussi des choses. Merci Nadège Azaz. Jacques Kokoski, maire de Courbevoie, président aussi de l'Association des maires d'Île-de-France. Donc vous connaissez, c'est bien ça ? Simplement des Hauts-de-Seine, pardon. Je viens de faire ça il y a un an et demi. Dès le départ, j'ai un an et demi. Mais bientôt. Même question, décrivez-nous un petit peu votre commune. Oui, j'ai ma langue à fourcher. J'ai eu beaucoup d'ambition pour votre présidence. Décrivez-vous votre commune un petit peu, Courbevoie. Tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une commune assez particulière des Hauts-de-Seine. Et quelle est votre position par rapport à la production de logements on abordait un petit peu la fin de l'intervention de Nadège Azaz, puisque si on réduit la surface à construire, il faut monter un petit peu. Là, vous avez aussi cette question de la hauteur aussi, qui est une vraie question qui se pose à Courbevoie, à la fois pour limiter l'existant, le pavillonnaire, et aussi là où on peut construire haut, y aller. Donc, petite présentation de Courbevoie. Alors Courbevoie, déjà, c'est une petite ville. C'est pas, disons, l'Europe ou c'est pas le monde. C'est une ville des Hauts-de-Seine, tout simplement, donc modeste, avec 85 000 habitants. Voilà, donc c'est quand même, disons. Ce qui est surprenant dans ce domaine, c'est que 62% des Français pensent qu'il faut construire des logements. Et 32% disent oui, mais pas dans ma commune. Donc on se retrouve à cette ambiguïté qui est là. Nous, ce que nous essayons de faire, on est à 22,5-23% de logements sociaux. Donc ce n'est pas suffisant pour 25, mais pour arriver à 25, à l'époque, quand la loi est passée, il fallait avoir 3 ans de durée pour arriver à 25. Donc c'était très difficile quand on était à 22 de passer directement. En ce qui concerne Courbevoie, les logements, nous essayons bien entendu de construire des logements. Nous sommes quand même très denses. On est une des villes les plus denses des Hauts-de-Seine, pour ne pas dire même d'Europe. La première, c'est le Valois. Après, disons, il y a une deuxième ville et Courbevoie est en troisième. On a quand même, disons, la possibilité d'arriver quand même à construire. Et comment nous faisons ? Déjà, je ne veux pas qu'il y ait une différence entre le logement social et le logement à accession à la propriété. Je ne veux pas qu'on dise, tiens, t'habites là, tu as un logement social. Ça, c'est terminé. Qu'à l'extérieur, qu'à l'intérieur, il y a peut-être du Mardin de côté, de l'autre côté du carrelage, ça, c'est pas question. On voit, si vous voulez, c'est du logement en règle générale et on est fiers d'habiter là. La deuxième chose, il y a quelque chose dont je me bats mais qu'on n'a pas réussi à trouver, c'est le terme logement social. Logement social, c'est toujours péjoratif pour les gens. Or, je rappelle toujours que nos enfants, éventuellement, seraient ravis d'avoir un logement social pour débuter dans leur vie. Donc, ce n'est pas uniquement pour les autres. La troisième chose, c'est que quand on fait du logement, il faut voir avec l'opérateur, c'est vrai, lui dire, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire et surtout, qu'est-ce que nous voulons. Et dans les logements, puisqu'aujourd'hui, quand on a, au-dessus de 15 logements, c'est 35% de logements sociaux pour essayer d'arriver. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne veux pas qu'il y ait de différence entre le logement accession à la propriété et le logement social. Il y a une chose sur laquelle on s'est battu qui n'est pas acceptée en logement social, c'était le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est quoi ? C'est-à-dire, vous n'avez pas assez d'argent pour acquérir votre logement et vous avez trop d'argent pour être dans le social. Malheureusement, c'est difficile et moi, j'ai imposé dans le PLU, à chaque fois qu'on ait 35% de logements sociaux, 10% de logements intermédiaires et le reste, bien entendu, l'accession à la propriété. Voilà ce qu'on essaie d'arriver à faire, ce qui n'est pas si simple. En ce qui concerne donc la terre, ça fait très longtemps, moi, disons, j'ai toujours imposé qu'il y ait 60% de pleine terre et 40% autrement. Ce qui est difficile quand même. Mais quand on a déjà une construction importante, les gens qui veulent construire chez vous, ils viennent. On a une difficulté, nous, dans nos villes, je ne sais pas si, mais dans mes collègues, ça arrive, c'est qu'aujourd'hui, avec la Covid, qu'est-ce qui se passe ? C'est que des gens vendent leur appartement pour acheter un appartement en province, à côté d'une gare, à 1 heure d'une gare, et ça, c'est difficile. Donc il faut faire très attention aux prix qui montent. Il a raison, de toute façon, notre maire, là, les prix montent très vite. Mais pour arriver à ce que les prix montent très vite, il faut essayer de bloquer la situation. Et c'est vrai que vos habitants ne veulent plus que vous construisiez. Par contre, si c'est ailleurs, ils veulent bien. Et donc on se débat avec cela. Il faut dire qu'on n'est pas non plus aidé.
la politique, disons, de la ministre aujourd'hui du logement, c'est quand même compliqué, en disant on ne veut plus de pavillons. Alors moi je veux bien, moi j'ai 60%, disons. Elle est revenue sur cette déclaration qui avait été formulée. Elle explique que le pavillon, ça consomme du terrain. Et c'est oui. Je veux bien. Mais moi, quand dit les paroles, je n'ai pas compris après qu'elle a changé d'idée. J'écoute les ministres, je suis béat d'admiration devant les ministres aujourd'hui. Vous voyez, en tout, c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment. Cette présidentielle, c'est un vrai plaisir. Moi, je disais tout à l'heure à Patrice, j'ai jamais vu ça. Alors, on va revenir sur le logement. Et ça me faisait plaisir d'avoir une diversion parce que je la méritais. Je vois bien. Mais revenons à nos logements. Écoute, je ne suis pas président maintenant de l'Île-de-France. Alors, tu penses, il y a raison que je sois en forme. Ah, il va être content, Baudet, quand il va m'appeler ce soir. Hein. Moi, je n'ai rien dit. Donc, j'en reviens à ça. Peut-être qu'il vous écoute, d'ailleurs. On a besoin, disons, d'avoir cette politique du logement. Et c'est vrai que nous avons des difficultés quelquefois parce que dès qu'on a des terrains, il faut tout de suite préempter dessus. Alors, il y a une chose qu'on avait faite à l'époque, on sait bien, mais pas des que moi, c'est qu'on avait fait des actes, des zones d'aménagement concertées. Ça permet à la ville d'être là et d'avoir des partenaires. Simplement, dans les actes, il faut faire très attention parce que souvent, quand elle est déficitaire, c'est la ville qui est responsable. Donc, il faut s'arranger à ce que signer un protocole et souvent avec des opérateurs en disant de toute façon, si vous gagnez, c'est bien. Si vous perdez, c'est bien aussi. Mais ce n'est pas nous. Là, ça permettait d'agrandir pas mal les choses. Parce que nous, on s'est retrouvés avec la Défense. La Défense, on construisait des tours de bureaux à l'époque. Et quand on construisait des tours de bureaux, on avait 1 mètre carré de bureau pour 2,80 m de logement, dont 35% de logements sociaux. Ce qui était un choix, puisque de toute façon, vous aviez de l'argent des bureaux, il fallait aussi qu'on puisse faire des logements. Voilà comment on est arrivé, si vous voulez, à travailler sur Courbevoie. Bien entendu, les espaces verts, je crois qu'on en développe à chaque fois parce qu'il faut. Et si vous promenez, je vais faire ma pub à Courbevoie, dans cette petite ville, vous verrez que partout, vous avez des jardins, des fleurs, des arbres, partout. Je crois que c'est pour ça qu'on a eu la fleur d'or. On a eu la chance d'avoir la fleur d'or. C'est la deuxième fleur d'or. On a les 4 fleurs. C'est-à-dire qu'on développe ça. Il faut que quand on se prenne, si vous voulez, quand on se promène dans Courbevoie, on puisse se trouver quand même avec un petit point de revers, un petit peu, quelques fleurs, quelques arbres. On a besoin de ça. Et vous voyez, promenez-vous. Si vous ne connaissez pas Courbevoie, j'aurais plaisir à vous inviter. Mes collègues connaissent très bien. Et ça vaut la peine parce que même si on est dense, parce qu'on a des densités très fortes, on a quelquefois, à part les zones pavillonnaires, je vous dis, de 60 hectares. Quand je suis arrivé, il y avait 15 hectares. Je les ai dit à 60 hectares. Et alors, le problème, quand vous faites 60 hectares de pavillons, les gens sont contents, mais ils sont mécontents après parce que quand ils veulent vendre leur pavillon ou 2 pavillons pour faire un immeuble, c'est pas possible. Parce que ça serait vendu bien cher. Je dis non. Alors là, au début, ils adorent le maire, après, ils le haïssent, si vous voulez. Mais enfin, on préserve nos pavillons et la qualité de vie. C'est ça qui est important pour nous. Merci, Monsieur Koskowski, pour votre intervention qui est restée dans les 4 des 10 minutes. Philippe Laurent, comment ça se passe à Sceaux en termes de production de logements? Sceaux, c'est un marché immobilier qui est assez cher. En termes de logement social, on en est où et comment on fait pour produire sur une ville quand même qui est un petit peu difficile? Le foncier est cher, mais le foncier est cher aussi à Courbevoie également. Mais oui, d'abord Sceaux, c'est une petite ville. Hein. Alors c'est une petite ville en nombre d'habitants, 20 000 habitants. Ah, le micro ne fonctionne pas. Ah ben il faut appuyer sur le petit bouton. Oui. Donc Sceaux. Oui, donc Sceaux, c'est une petite ville. C'est une petite ville en nombre d'habitants, 20 000 habitants. Hein, c'est une des plus petites villes de ce point de vue des Hauts-de-Seine. Et c'est une petite ville aussi en termes de surface, parce que si on enlève, si on retire donc le parc de Sceaux, on est à peu près à 2 km², ce qui est quand même moins dense que, par exemple, Châtillon ou Courbevoie, naturellement. Pourquoi ? Parce que dans cette ville, avec à peu près donc 9 000, un peu plus de 9 000 logements, nous en avons un peu plus de 2 000 en maison et le reste en collectif. Alors, en général, les gens pensent qu'il y en a beaucoup plus, d'ailleurs, que 2000. Mais ces 2000, en effet, prennent beaucoup de place. Hein. Mais ça donne aussi à la ville ce caractère vert, avec une présence importante du végétal, qui n'est pas tellement, en dehors du parc de Sceaux, qui n'est pas tendu aux espaces publics qu'aux espaces privés. D'ailleurs, c'est un sujet de préoccupation, parce qu'un certain nombre de propriétaires ne sont pas très attentifs à l'avenir ou à la gestion de leur espace privé vert, notamment des arbres. On a donc mis en place une politique pour les accompagner, mais c'est pas toujours, ils ne souhaitent pas forcément toujours être accompagnés par la ville. Et donc là, on a une petite préoccupation pour préserver justement ce patrimoine végétal qui, encore une fois, est constitué en grande partie de domaine privé. S'agissant maintenant de l'organisation de la ville, en réalité, c'est une ville qui est totalement occupée. Alors même si elle est occupée par des jardins, mais elle est totalement occupée. Il n'y a pas de friche, il n'y a pas de quartier, j'allais dire,
à rénover. Il n'y a pas de quartier. Enfin, il y a aucune friche industrielle, il n'y en a jamais eu. Enfin voilà. Donc c'est très difficile de pouvoir construire, sauf à mener des opérations de reconstruction de la ville sur la ville. C'est ce que nous avons lancé il y a maintenant 20 ans, justement à côté de la gare de Robinson. Donc c'est une opération, c'est pratiquement une opération de reconstruction, de rénovation. On a pris la maîtrise foncière, ça a duré très longtemps, d'un certain nombre de petites maisons et puis d'immeubles qui n'étaient pas en très bon état. Et puis on a lancé des programmes, etc. On l'a fait ça en direct par la ville directement. Et donc c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir quand même construire suffisamment pour maintenir la population. Maintenir, hein, tu disais tout à l'heure. Chez nous, c'est 60 logements par an en moyenne pour maintenir la population. Sceaux était à 20 000 habitants en 1968. On est à 20 000 habitants aujourd'hui, après être passé à 18 000 il y a une trentaine d'années. On est descendu, puis on est remonté à 20 000 du fait du desserrement, notamment des ménages, qui, je pense, est quelque chose qui doit être terminé maintenant, parce que maintenant, on voit bien que ça se stabilise et que le nombre de ménages par logement donc, reste stable. Alors, on a une politique, donc mes prédécesseurs, moi-même et mon équipe, on a une politique de construction de logements sociaux. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Nous sommes à 26%, avec une bonne partie de ces logements qui sont propriété de notre propre office. Alors maintenant, on l'a transformé en SEM pour éviter la mainmise des territoriales. Donc, pour l'instant, ça tient. Et donc, on a fait une SEM commune avec Bourg-la-Reine pour gérer nos logements sociaux. Donc, ça fonctionne très bien. Et ce que je voudrais dire par rapport à tout ce qui a été dit, avec lequel je suis d'accord, je voudrais dire que on a des outils pour gérer, pour maîtriser, je ne dis pas pour empêcher, pour maîtriser l'urbanisation de nos villes. Donc, quels outils on parlait du PLU. Alors maintenant, le PLU va devenir intercommunal, dans lequel on peut avoir, et on peut mettre des dispositions qui permettent à la fois de préserver les quartiers pavillonnaires, mais parfois aussi d'urbaniser parfois certaines poches où il reste quelques maisons au milieu d'immeubles. Pour finir, ça ne donne pas une qualité urbaine forcément très bonne. On a des outils aussi qui permettent comme je l'ai aussi, tous les programmes de plus de 2000 m² doivent comporter 30% de logements sociaux. Donc voilà, on a tout ça. D'ailleurs, il va falloir qu'on se mette bien d'accord tous, parce que dans nos différentes communes, il faut qu'on fasse un PLUI intercommunal dans nos territoires. Il y a 4 territoires sur le Haut-de-Seine. Voilà, donc nous, avec Nadège, on est dans le même territoire. Il va bien falloir qu'on se mette d'accord ensemble sur les règles. Voilà, donc on a des outils. On a des outils aussi, et ça c'est très important. Moi, je vais insister là-dessus, sur la maîtrise foncière. La maîtrise foncière, c'est quelque chose d'absolument essentiel. On n'y a pas assez prêté attention il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, je pense que tous les maires sont convaincus qu'il faut avoir la maîtrise foncière, il faut pratiquer la maîtrise foncière, il faut peser sur les prix par la maîtrise foncière. Nous avons aussi des outils. Quels outils on a des outils, on a les PFIF, l'établissement public foncier, c'est un très bon outil. Patrice ne l'utilise pas, mais nous l'utilisons beaucoup. C'est un très bon outil qui permet de s'assurer de la maîtrise de terrain parfois, ou de terrain qui en attente de la définition d'un programme qui soit en effet concerté, etc., et qui permet à la commune de ne pas porter financièrement pendant un certain nombre d'années donc ce foncier. Ça, je trouve que c'est vraiment un très très bon outil. On l'avait fait dans les Hauts-de-Seine, après on l'a étendu, enfin ça a été fait au niveau de la région, mais c'est un très bon outil. Et puis, il y a un autre point que je voulais dire, ça a été évoqué par Patrice rapidement tout à l'heure, c'est que construire du logement, c'est pas ce qu'on fait en réalité. Notre rôle à nous, c'est de faire la ville. Faire la ville. Donc dans la ville, il y a de construction de logements ou de la réhabilitation, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il faut faire de l'espace public de qualité. Parce qu'on parle souvent de la densité qui est mal vécue. Oui, la densité, elle est mal vécue parce qu'elle est synonyme de mal vivre, de mauvaise qualité de vie. Mais c'est pas vrai. Paris est très dense et il y a des quartiers de Paris qui sont extrêmement agréables et pourtant ce sont des quartiers très denses, les quartiers haussmanniens. Donc c'est pas vrai. En réalité, la densité permet d'amener les commerces, les services publics proches de chez soi. Donc c'est quelque chose d'important. Mais il y a une condition là-dedans, vraiment, c'est l'espace public, c'est la qualité de l'espace public. Et on n'y prête pas suffisamment attention, et même dans des opérations d'aménagement, donc où il y a à la fois du logement, etc., des commerces, l'espace public est souvent considéré en dernier. Alors, non, plus maintenant.
Mais c'était le cas il y a 40 ou 50 ans. Et donc aujourd'hui, ça je crois aussi qu'on a pris cette conscience-là. C'est très très important. La ville, c'est presque plus l'espace public que les bâtiments. Et puis évidemment, il faut les équipements pour accueillir la nouvelle population, donc les écoles, les crèches, tout ça. Et pour ça, il faut de l'argent pour les construire. Or, la suppression de la taxe d'habitation, de ce point de vue, a été un acte, une mauvaise action contre la construction de logements. Une mauvaise action. La non-compensation des exonérations sur la taxe sur le foncier bâti sur le logement social, ou l'insuffisante compensation, c'est aussi une mauvaise action qui est là, est ancienne. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous portions ce message. Alors, le message a été porté par le rapport Rebsamen, qui a dit ça, que pour accueillir, pour construire, on nous dit qu'il faut construire. Oui, mais pour construire, il faut que la construction ramène des financements pérennes, pas une prime une année, mais des financements chaque année pour pouvoir faire fonctionner les services publics à même d'accueillir cette population. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui est vrai partout dans toutes nos villes et sur tout le territoire français. Merci Philippe Laurent. On va se tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ici parmi les personnes présentes parmi nous? Je n'en vois pas. Donc on va se tourner vers nos amis qui nous sont derrière l'écran. Est-ce que quelqu'une souhaiterait... ils sont là, ils sont partout. Il y a une main levée. Allez, on donne la parole à monsieur ou madame qui a la main levée en lui demandant de se présenter, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Raphaël Mechmaz, conseiller municipal élu avec l'étiquette La République En Marche à Saint-Cloud, donc dans la minorité municipale. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Ma question est la suivante. On a eu la commission mixte paritaire sur la loi 3DS hier soir, qui porte un certain nombre de dispositions sur l'adaptation de la loi SRU. Et du coup, je voulais avoir un petit peu votre sentiment sur cette loi 3DS en cours. Et plus particulièrement, par exemple, Monsieur Kosowski, puisqu'on est dans le même territoire, Paris-Ouest La Défense. Que pensez-vous de la possibilité de mutualiser de manière, au niveau de l'intercommunalité, les objectifs de la loi SRU? Je vous remercie. Donc là, plus précisément, il s'agit non pas d'apprécier le pourcentage par commune, mais par les intercos. Hein, c'est cela ? Oui, tout à fait. Non, ça ne nous a pas effleuré, vous avez tout à fait raison. Personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans le territoire que vous connaissez bien, il y a des villes qui ont 60%, disons, de logements sociaux et d'autres qui ont 10 ou 12% de logements sociaux. Donc ça, les autres villes ne font pas d'efforts. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Maintenant, je suis président aujourd'hui, demain, si ça change, et peut-être nos autres collègues ne seront pas d'accord, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à développer le logement. Parce que ceux qui font des efforts, disons, c'est toujours les mêmes, et je pense que ce n'est pas logique. Vous en pensez quoi vous-même ? Moi, je suis nouvel élu, donc du coup, j'ai pas vraiment d'avis. Je suis plutôt partisan de construire du logement social, y compris dans ma ville à Saint-Cloud, où on est carencé, donc on paye une pénalité. Mais comme cette disposition va arriver dans la loi SRU, du coup, je me permettais de vous interviewer sur ce sujet. Peut-être une réaction des autres maires sur cette question ? Alors, vraiment, il y a un micro. Oui, j'ai la même opinion que Jacques. Je suis content qu'il l'ait d'ailleurs. Parce que dans mon territoire, par exemple, on est à 30% si on fait la moyenne. Mais ce 30%, c'est l'équilibre grâce à Gennevilliers et Villeneuve qui sont à 60%. Colombe en a un peu aussi, au-dessus, à 30 et quelques. Mais on a Bois-Colombes qui est en dessous, qui est carencé. Et puis, de mon point de vue, c'est traité... Ça, c'est une façon pour éviter le débat sur le logement social. Jacques disait tout à l'heure qu'il regrettait le mot logement social. C'est un débat qu'on pouvait avoir. Pendant un moment, nous, on disait logement public. Enfin, il y avait des choses comme ça. Ce qui n'est pas complètement juste parce qu'il y a du logement privé social. Enfin, il y a les bailleurs. Logement abordable. Oui. Mais... Et en plus, sur le mot social, il faudra aussi le réhabiliter parce que personne ne trouve pas bien le mot sécurité sociale, par exemple. Et personne ne trouve mal la socialisation des pertes en ce moment des entreprises dans cette période de Covid. Voilà, donc pour se parler clair, la socialisation, ça peut être bien. Donc il faut réhabiliter ces logements sociaux où on peut les appeler autrement si on veut, et pour répondre aux besoins des gens.
et surtout cesser, parce que si on regarde bien dans les Hauts-de-Seine, vraiment, moi je vous invite, si vous êtes nouvel élu, donc moi j'ai une couleur politique de coco, vous n'êtes pas obligé de me croire, lisez l'étude du diocèse de Nanterre, qui n'est pas communiste, même si des fois ils ont des aubes rouges, et lisez leur étude, vous verrez ce qui se passe dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui. S'il n'y a pas de construction de logements sociaux, c'est simple, c'est l'entre-soi et la disparition des couches moyennes de ce département. Et il faut vraiment construire du logement social pour empêcher cela. Sinon, on va se retrouver avec une métropole, un peu comme Paris aujourd'hui, une métropole qui n'est plus habitée. C'est-à-dire qu'il y aura de la spéculation immobilière et foncière, les logements vont se vendre. Ce que tu disais, on arrive à atteindre des prix tels de nos pavillons, de nos logements, que en fait, les gens n'y habitent plus. Puis et ceux qui doivent travailler en métropole ne peuvent plus y habiter. Combien d'infirmiers et d'infirmières peuvent habiter dans Paris alors que tous les hôpitaux de la PHP sont sur Paris. Et donc c'est quand même des questions qui sont posées pour avoir une vraie ville, parce que Philippe a raison, on fait de la ville, on fait pas des logements pour les vendre et faire en sorte que soit ça simplement un bien ou une marchandise. La question de sortir le logement de la marchandisation ne peut se faire que par le logement social. Il y a la question des organismes de foncier solidaire qui avait été évoquée tout à l'heure, qui est aussi une façon de désindexer le prix du logement à la revente de l'inflation. Après, il faut ajouter quand même une ville fonctionne parce qu'il y a une mixité. Hein. S'il n'y avait que des logements sociaux et des logements à accession de propriété, ça ne fonctionnerait pas. Parce que tout le monde n'aurait pas les moyens, disons, de s'acheter, disons, un loyer. Et en plus, quand vous avez des enfants, si vous voulez leur trouver un logement, si vous avez des logements à 8 à 10 000 euros du mètre carré, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de parents qui vont pouvoir acheter et loger leurs enfants. Allez, on voit d'autres mains se lever. Une dame, donc madame, qui a sa main levée. Bonjour, bonsoir madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Maude Bonté, je suis conseillère municipale à Sceaux, dans la minorité de la municipalité. Voici ma question. Minorité de quelle couleur, de quelle côte? Moi, je suis associative. Minorité associative. Minorité associative. Très bien, madame. Voilà, oui, on avait fait une liste associative. Et très bien, voilà, écoutez, alors, allez-y, on vous écoute. Ma question, c'est que, vous avez dit beaucoup de choses. Effectivement, le prix à Sceaux, c'est entre 10 000 et 12 000 euros le mètre carré et ça se vend. Ce qui prouve qu'il y a des gens qui doivent arriver à acheter cela. Mais ma question est annexe, à savoir, d'avoir des logements, c'est très bien, mais qu'en est-il au niveau des mobilités? C'est-à-dire que pour que nous ne soyons pas des villes dortoirs riches, logements sociaux, mais aussi habitants aisés, il faut s'engouffrer dans les RER, et nous avons le sentiment que les programmes de construction se superposent, sans rivalité entre les communes, sans doute avec une très bonne entente, mais qu'en est-il au niveau des transports en commun? Qu'en est-il au niveau des plans vélos? Il y a tout dans les textes pour le faire, mais concrètement, il n'y a pas la place parce que les rues sont ce qu'elles sont. Au niveau des transports en commun, c'est ultra saturé. Donc, ne pourriez-vous pas avoir... comment pouvez-vous imaginer l'évolution de la construction tout en tenant compte des mobilités, des équipements de transport en commun? D'accord, on a compris. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Donc, la question de la mobilité, il y a quand même... la territorialisation de l'offre de logement, c'est aussi en rapport avec le Grand Paris Express. Hein, donc, il y a quand même un effort qui a été fait sur la mobilité. Mais qui veut répondre? Nadège Azaz, oui. Rapidement, puis après, on va passer à notre deuxième table ronde. Je pense que c'est déjà ce qu'on fait en réalité, quand on apprécie les problématiques de construction et les nécessités, effectivement, encore une fois, de construire. C'est aussi au vu des offres de mobilité. Et je pense que globalement, on n'est quand même pas un département où on souffre en termes de mobilité. Après, la question, vous avez raison, selon les quartiers, selon les villes, de l'accès plus ou moins dense à des transports qui seraient extrêmement saturés
est quelque chose qu'il faut qu'on puisse regarder de manière globale. Donc, développer aussi des modes alternatifs de circulation, avec notamment la question, bien sûr, des plans vélo, mais que je crois nous partageons quand même tous, avec par ailleurs en plus des continuités territoriales que nous organisons. Là, c'est plutôt dans le cadre des territoires. Les maires se parlent, on tente quand même d'avoir des choses qui soient cohérentes. Après, on se retrouve aussi face à des problématiques qui sont liées simplement aux infrastructures. Mais là, l'État a aussi un rôle absolument essentiel à jouer. Moi, je sais que quand l'État propriétaire foncier m'explique qu'il souhaite, pour avoir, notamment sur le secteur de l'Onera, une vente assez faramineuse, avec derrière des gros projets immobiliers qu'on répond certes, mais avec un tramway qui est déjà saturé, une ligne 13 qui est déjà saturée. Quid du coup hors État propriétaire, mais de l'État qui résonne en termes d'infrastructure? Et ben là, je sais pas, on se retrouve face à une dichotomie en fait de l'État. Donc c'est pas le même interlocuteur. Ouais. Jacques Leskowski, pour le dire rapidement, et après on prendra une dernière question. Non, rapidement, tout simplement. Déjà pour le plan vélo, madame, déjà dans nos villes, nous avons un plan vélo. Il est ce qu'il est, il n'est pas toujours parfait, mais il est fait. Au point de sein des territoires, nous avons un plan vélo. Et le département nous aide pour faire un plan vélo. Donc avec un peu de... Et la région. Donc avec un petit peu de patience, je crois qu'on arrivera, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais je pense qu'on arrivera vraiment, dans les quelques années qui viennent, à avoir vraiment la possibilité, dans tout le territoire et dans tout le département, de profiter du vélo. Voilà. Merci. Allez, on prend la dernière question. Je crois que c'est une dame. Bonsoir, madame. Oui, alors moi, je suis Françoise Guyot de Garches. Je suis conseillère municipale d'opposition de gauche socialiste à Garches. Ma question concerne les chartes de promotion immobilière dont Nadège Azaz a parlé tout à l'heure, parce que je pense que c'est un bon outil pour avoir du logement abordable. Évidemment, j'ai la conviction qu'il faut construire du logement social, mais ce logement abordable, il faut aussi éviter d'avoir des logements trop chers comme on en a à Garches. Donc, je voulais savoir un peu en quoi consistent ces chartes de promotion immobilière et comment elles permettent de travailler avec les promoteurs pour avoir des logements moins chers et abordables pour, entre autres, les personnes, la population locale qui a besoin d'avoir un logement un peu plus grand. On a compris votre question. Qui veut répondre parmi vous? Qui est concerné? Tiens, levez la main, les concernés par une charte. Charte en cours? Nous, on n'a pas de charte, mais on est plus serré que dans les chartes. Donc pas besoin de charte à Gennevilliers. Non, parce que de toute façon, comme on a une maîtrise du sol, il n'y a aucun promoteur qui peut venir à Gennevilliers sans notre accord. Donc déjà, c'est la première règle. Donc ça aide. Et ensuite, on impose aux promoteurs, mais c'est ce qui est mis dans les chartes. Je sais que dans Malakoff on a, et d'autres, Colombe aussi. Pas tout, parce que la charte, elle n'a pas forcément des prix limités. Voilà, donc on impose des qualités de matériaux, on impose des hauteurs, on impose des prix. Il y a tout un... Et puis on impose aussi même des financements publics pour nos équipements publics et sur l'aménagement de la voirie aussi. Donc il y a plein d'éléments que l'on peut mettre dans les chartes ou dans les discussions avec les promoteurs. La base, de toute façon, c'est une question de volonté politique. C'est où vous laissez faire votre promoteur privé et puis il fait. Ou vous pouvez le serrer. De toute façon, il y a un point d'équilibre dans lequel vous pouvez arriver. Et ils s'en sortent toujours financièrement. De toute façon, s'ils ne s'en sortaient pas financièrement, ils ne viendraient pas. Donc l'affaire est assez réglée. Donc vous pouvez serrer un maximum les promoteurs, ça marche. Philippe Laurent, le CAUE d'ailleurs est là pour vous accompagner sur la question des chartes. Tout à fait, oui, voilà. Tout à fait. Oui, non, juste un mot sur les promoteurs, etc. Bon, j'entends parler des promoteurs, mais quand il y a promoteurs, c'est qu'il y a des gens qui vendent leur terrain. Des particuliers. Des particuliers. Comme les promoteurs veulent faire des opérations, pour la marge, naturellement, parce que c'est leur boulot, il faut monter parfois les prix entre eux et promettent aux particuliers des prix qui sont sans commune mesure avec ce que pourrait accepter le terrain dans un urbanisme de qualité
qui va au-delà du respect simplement formel du PLU. En fait, ils exploitent le Voilà. potentiel du PLU en, en valorisant le terrain Alors, à partir de ça. Donc, pour ce qui nous concerne, on n'a pas de charte écrite parce que c'est pas nécessaire, mais on a une conduite, on a une ligne de conduite. Donc la ligne de conduite, d'abord, c'est d'expliquer aux propriétaires que si le permis est refusé, on en refuse un certain nombre. Si le permis est refusé, c'est pas nous qui spolions le propriétaire. C'est que le propriétaire, il a cru la promesse du promoteur avec lequel il n'a signé qu'une promesse de vente. Et quand le promoteur n'a pas son permis et donc ça ne lui permet pas de faire l'opération financièrement, bah, il s'en va. Il s'en va. Il a perdu un peu d'argent parce qu'il a fait des études, mais c'est tout. Il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des particuliers. Beaucoup de pédagogie à faire auprès des particuliers qui se laissent faire. Mais par contre, j'ai un autre, juste un autre point, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de programme. À Sceaux, il n'y a pas beaucoup de programmes. Enfin, les programmes qui se font, il y a obligation de consultation de 3 architectes. C'est-à-dire que le promoteur, il peut faire une opération, mais on va lui imposer une consultation de 3 architectes. Ça ne change rien au prix. Non, ça change rien au prix, mais ça change le regard sur la qualité architecturale, qui est quelque chose évidemment d'essentiel. Alors, on me dit qu'il y a encore... il y avait 2 questions, mais on va les renvoyer. Je suis désolé, parce que là, on a dérapé dangereusement. Jacques Oskowski, Oui. très rapidement, et ensuite on va passer à la table ronde numéro 2. C'est un sujet qui nous concerne tous. On a fait un PLUI, enfin, dans chaque territoire. On est très contents, bravo. Il y a eu le SCOT, qui a le schéma, disons, qui a été voté à la métropole de Grand Paris. Puis après, on aura le SDRIF. Donc on se demande si notre PLUI va correspondre vraiment à ce que nous souhaitons, nous. Est-ce que ce n'est pas le SDRIF qui va nous imposer? Déjà, le SCOT, ça a été compliqué. Est-ce que le SDRIF ne va pas nous imposer? Le SDRIF, c'est le schéma régional d'Île-de-France. Et c'est lui qui va dessiner notre paysage. Donc faisons attention à nous tous. Ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, on pourra toujours l'obtenir. Faisons très attention à ça. Et je crois qu'on est tous pareils, quelles que soient nos couleurs politiques, là. On va s'arrêter sur ces mots, monsieur, sur ce C'est quand j'ai un micro, cette moi j'arrête pas, prudence, je suis monsieur désolé. Kosowski. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Courbevoie et président de l'association des maires des Hauts-de-Seine. Philippe Laurent, maire de Sceaux, qui reste avec nous. Nadège Azaz, maire de Châtillon, merci beaucoup. Et Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, merci beaucoup. On passe directement en 4e vitesse parce qu'on est vraiment très en retard à la 2e moment de cette tribune des maires avec Denis Larguero, maire de Meudon, qui s'assoit, Patrick Chemovitch, maire de Colombes, et Jacqueline Delhomme, la maire de Malakoff. La question désormais, c'est la qualité des logements. Donc on avait anticipé peut-être dans le premier débat la question des chartes de la promotion, puisque la question de la qualité, elle se trouve aussi dans ces chartes de la promotion durable. Elles ont plein de noms, ces chartes. Là, il va s'agir de parler de la qualité de la construction, du bon usage aussi des PLU ou des PLUI et des formes urbaines. Denis Larguero, vous êtes maire de Meudon. Comment vous arrivez à apprécier, à contrôler, en tout cas à avoir des constructions de qualité en matière de logement et peut-être plus largement en matière d'habitat, puisque le logement, la ville, c'est pas que le logement. Est-ce que c'est un souci? Comment vous arrivez à mettre votre patte dans cette qualité des logements dans votre ville? Alors j'ai envie de dire qu'on travaille à plusieurs. La qualité, on ne l'impose pas seul, on peut essayer de le faire seul, mais il vaut mieux toujours être accompagné. Et le mieux, c'est de convaincre aussi de la qualité. Jacques le disait, on travaille ensemble, à plusieurs. Et la ville ne se construit pas seule. Meudon a cette particularité d'être une ville qui comporte beaucoup de patrimoine historique, beaucoup de sites classés, de sites inscrits. Évidemment, de ce fait, nous travaillons beaucoup et très en lien avec l'architecte des bâtiments de France, qui est sollicité sur la quasi-totalité des projets qui sont soumis à notre avis ou qui souhaitent se déployer sur Meudon. On construit beaucoup à Meudon? On construit, je dirais qu'on construit là où on choisit de construire et là où on identifie des capacités de construction qui vont permettre de développer la ville dans le sens que, évidemment, nous avons choisi pour cela et dans le consensus avec, effectivement, les parties prenantes de cette construction. Je parlais de l'ABF, qui est un interlocuteur majeur
et qui ne vient pas juste poser un avis, mais qui vient accompagner vraiment des démarches, qui vient dans la durée travailler avec les services et travailler avec les porteurs de projets. Je veux aussi parler du CAUE, bien sûr, avec lequel nous travaillons là sur la prospective même pour la ville et identifier des secteurs dans lesquels justement on va pouvoir travailler, mais pas n'importe comment. Et de cette manière-là, j'ai envie de dire, d'anticiper sur la qualité de la construction elle-même et de la qualité du logement. Parce qu'on le disait tout à l'heure, nous, notre sujet, ça n'est pas de construire le logement lui-même, pris isolément. C'est de créer les conditions pour que ce logement soit de qualité et que dans son environnement, il trouve une qualité qui fasse qu'on vienne habiter et on choisisse d'habiter à cet endroit-là. Nous, évidemment, on construit la ville pour que l'habitant choisisse Meudon ou Meudon-la-Forêt. Nous avons la particularité d'avoir une ville de 1000 hectares dont la moitié est occupée par la forêt. Et donc qui sépare la ville en deux d'ailleurs, puisqu'on a deux grands morceaux de ville, Meudon et Meudon-la-Forêt. Et donc à Meudon-la-Forêt, par exemple, dans cet écoquartier de 1500 logements que nous sommes en train de construire en plusieurs phases, évidemment, on a aussi beaucoup travaillé en amont. Ça nous a coûté une trentaine de réunions techniques et publiques. Non seulement la qualité du logement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distinction, de différence même visible entre le logement privé et le logement social, mais, et donc ça c'est de l'architecture pure et simple, mais travailler aussi le fait que ces logements s'insèrent dans un environnement qui, par sa qualité propre, va donner une qualité au logement. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité de l'espace public, mais aussi la façon dont on va positionner les volumes, dont on va choisir le positionnement et la densité qu'on souhaite installer à tel ou tel endroit. Donc, mais en termes d'outils, parce que là, vous nous décrivez un processus de travail avec des rencontres régulières pour mettre au point les projets. Est-ce que vous avez développé des outils spécifiques, des approches spécifiques sur lesquelles vous pouvez compter pour maîtriser cette qualité ? Alors, je vous parlais de cet écoquartier de Meudon-la-Forêt. Quand on est sur un dispositif d'écoquartier, celui-ci, en l'occurrence, il est labellisé par la région Île-de-France parmi les 100 quartiers écologiques et innovants de la région. Et évidemment, on se donne les moyens au travers du cahier des charges de l'opération, en respectant ces labels, d'obtenir un certain niveau de qualité et bien sûr, de ce fait, de se donner des outils qui, en amont, vont imposer un certain niveau de qualité de logement. Ça passe aussi d'ailleurs par le fait d'imposer, par exemple, d'être accordé à un réseau de chaleur, comme c'est le cas dans un certain nombre de nos villes, et d'aller vers une transition aussi énergétique qui est contributrice de la qualité du logement. Parce que la qualité du logement, on le sait bien, et pour demain, ce n'est pas seulement une qualité intrinsèque, architecturale, qui va pouvoir satisfaire l'œil, mais c'est bien plus que ça. C'est la capacité à vivre dans des logements où l'air est de qualité, dans des logements où la transition énergétique permet de pouvoir garantir des températures de vie avec des consommations moindres. C'est la possibilité d'avoir des logements qui donnent accès à des moyens par exemple, de jardins partagés, et donc qui font que l'habitant est partie prenante des transitions que nous sommes, nous, chargés de mettre en œuvre au plan du quartier, au plan territorial. Et donc, imaginer et construire la qualité du logement aujourd'hui et demain, c'est aussi de permettre à ces habitants de choisir des lieux où ils vont être partie prenante de ces transitions. Et d'ailleurs, votre question sur les outils est intéressante parce qu'on en manque encore. On a des outils pour imposer un certain nombre de règles, un certain nombre d'obligations dans les cahiers des charges, mais les outils pour mesurer l'impact et la qualité de ce qu'on fait aujourd'hui, ils sont quand même en mode bêta-testeur.
Savoir si, par exemple, son logement respecte bien les normes bas carbone et si je suis contributeur de la réduction des gaz à effet de serre, si je suis capable de mesurer mon empreinte carbone personnelle, etc. dans mon logement. Il y a des bureaux d'études pour ça, généralement. Il y a un bureau d'études, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et ça, je pense que c'est l'étape d'après, c'est aussi de se donner des outils qui vont permettre à chacun de pouvoir mesurer et améliorer la qualité de la façon dont il vit. Aujourd'hui, on se donne des outils en amont, on se fixe des règles, c'est bien, mais il manque, je pense, la capacité pour l'habitant, pour le citoyen, vraiment de mesurer et de se sentir vraiment un éco-citoyen. Comment on fait ça? Alors nous, on teste un certain nombre d'outils qui sont encore aujourd'hui un peu expérimentaux. Lesquels? Mais je pense que c'est des outils qui vous permettent de mesurer, par exemple, vos économies d'énergie, d'essayer de mesurer aussi les kilomètres que vous effectuez en vélo, de mesurer l'empreinte carbone par différence avec les kilomètres que vous auriez produits en voiture, de mesurer la faiblesse de une différence d'émissions de carbone. C'est par exemple sur les berges de Seine, le département qui a installé un compteur de passage de vélos sur les berges de Seine et qui permet là de mesurer très clairement qu'il y a une circulation maintenant intense de vélos sur cette voirie et qu'il faut, comme le disait Jacques Kosowski tout à l'heure, mailler le département, encourager et poursuivre ces plans de déplacement qui permettent aux vélos d'avoir des continuités, travail-domicile. Et ça, il faut aussi le documenter, il faut l'argumenter. Et pour convaincre, il ne faut pas seulement imposer en amont, il faut aussi montrer dans la durée qu'on est acteur soi-même de ces changements. Merci pour votre intervention, Denis Larguero. Jacqueline Bellhomme, vous êtes maire de Malakoff. Vous avez, je crois, écrit une charte de la promotion qui intervient sur à la fois la qualité, également la question des prix, la question de l'environnement. Comment vous arrivez à tenir, si je puis dire, la production de logements sur votre territoire et finalement, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et qu'est-ce qui est dans les tuyaux peut-être pour continuer à maîtriser cette qualité de la production de logements? Bonsoir à toutes et à tous, tout d'abord, et merci pour l'invitation. Oui, alors Malakoff, évidemment, on a des enjeux très forts dans ce mandat, mais qui déjà étaient pressentis depuis plusieurs années. Malakoff, c'est une petite ville de banlieue, de métropole maintenant, 207 hectares, 31 000 habitants aujourd'hui. Et dans ces 207 hectares, 2 hectares 6 sont déjà tout simplement pris par le fort de Vanves. Voilà, donc c'est l'État qui détient ce terrain. Moi, j'ai qu'une friche, en fait, sur ma ville, c'est celle-là, d'accord? Je dis ça parce que l'État est très prompt à nous obliger à construire, mais quand il s'agit de céder du terrain un peu aux villes, il ne répond plus, évidemment, aux demandes. Il ne répond même pas au courrier. Donc, c'était pour la petite anecdote. Alors, oui, évidemment... C'est pas une anecdote, c'est une réalité. Enfin, c'est une réalité, mais... L'État vous demande de construire avec la tôle et en même temps, le foncier dont il dispose... Voilà, on ne peut pas construire sur le fort de Vanves, c'est pas possible. On ne peut même pas l'ouvrir pour occuper ne serait-ce que des terrains de sport. Voilà. Bon. Alors, donc l'enjeu à Malakoff, évidemment, c'est pour ça qu'on a développé un certain nombre d'outils, c'est de permettre à nos Malakoffiotes et nos Malakoffiaux qui y vivent encore aujourd'hui, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Patrice Leclerc, puisque nous avons une ville mixte, socialement, construite depuis des années, où les populations de classe moyenne, on va le dire comme ça, j'aime pas trop le terme, mais sont en difficulté pour se loger, tellement le logement est cher, sont exclus du logement social, je reviendrai tout à l'heure là-dessus parce que voilà, le social, j'aime pas non plus le terme, et donc sont contraints à quitter notre ville. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de leur permettre de rester vivre à Malakoff et que leurs enfants aussi puissent vivre à Malakoff, puisqu'ils ont grandi. Et donc on a mis un certain nombre d'outils en place. Alors évidemment, il y a le PLU, comme tout le monde, hein, ça c'est un document important. Nous, on a construit le PLU, on a mis 3 ans, on a fait une concertation extrêmement poussée. On l'a voté juste avant l'entrée dans le territoire, parce qu'on pressentait déjà que les territoires allaient mettre un peu la main.
le territoire, oui, le Valais Sud Grand Paris, et après la métropole, bien sûr, on sentait qu'il y a des choses qui allaient un peu nous échapper avec le temps, et on voulait rester en maîtrise de ce qu'on voulait faire. Maintenant, on est dans le PLUI, on a mûri depuis, on travaille, mais on voit bien déjà que les débats déjà entre villes, entre maires, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes territoires, et donc on voit bien que même si on arrive à trouver des points qui font convergence, c'est quand même encore parfois un peu compliqué. Donc nous, on a un PLU. C'est compliqué et c'est faisable, tout simplement. Enfin, le PLUI, c'est vraiment quelque chose, j'allais dire une idée de techno, ou c'est dans la réalité, on bricole pour trouver des choses en commun. On verra. On a commencé un long travail. On a commencé un long travail. On a des ateliers qui se font. J'en ai un demain dans ma ville sur Valais Sud Grand Paris. On verra comment ça aboutit. De toute façon, on est obligé de le faire. C'est la loi. On est obligé de s'y conformer. Mais on voudrait, si c'est intéressant, c'est l'intérêt d'avoir un PLUI, c'est pas d'avoir un conglomérat de PLU qui se cumulent, c'est d'avoir une cohérence de territoire. Et c'est là où, effectivement, il faut quand même qu'on trouve des points communs. Mais on en a. Mais quand on rentre dans le détail, des fois, c'est un peu plus compliqué. Alors, sur la ville de Malakoff, nous, on a mis en place donc, notre PLU qui est hyper zoné. On a beaucoup de zones parce qu'on veut effectivement continuer à garder cette mixité sociale, cette mixité fonctionnelle, l'aménagement avec les déplacements, les zones commerciales, les endroits commerciaux. Et on a évidemment un PLU qui... Nous, on a 40% de logements sociaux à Malakoff. On veut garder nos 40%, on n'en veut pas plus, on n'en veut pas moins. Et donc, dans notre PLU, pour toute opération de plus de 1500 m², on a imposé 30% de logements sociaux. Voilà. Soit la location, soit l'accession sociale à la propriété. On le fait évoluer maintenant avec le BRS, évidemment, et avec l'habitat participatif, où on a aussi quelques opérations qui se développent. Et donc... ça n'a pas suffi. Enfin, on a vite senti le besoin, parce que ça, c'est un outil cadre qui existe partout. On a senti, nous, assez rapidement, vu la pression qui existe, la pression foncière, et puis les promoteurs qui sont à l'affût depuis que les PLU existent, on s'est senti rapidement un peu oppressé. On a mis en place rapidement une charte de la promotion immobilière, effectivement, qui, paraît-il, est très contraignante, mais en même temps, on a essayé de... Elle cadre bien, disons. Oui, elle cadre bien. On pourrait dire des choses différemment. Elle cadre bien, y compris le prix du mètre carré à la sortie. Donc nous, on est à 6 500 € maintenant le mètre carré. Et le marché est à combien dans l'ancien ? Alors, dans l'ancien, il est presque... Maintenant, à Malakoff, il est presque à 9 000, 10 000. C'est-à-dire que c'est moins cher aujourd'hui d'acheter dans le neuf à Malakoff que d'acheter dans l'ancien. Comme Montreuil, vous avez un marché qui est inversé. C'est ça, extrêmement, très, très poussé. Et donc, cette charte de la promotion immobilière, on l'a discutée, on l'a travaillée aussi, on a fait des ateliers, tout ça c'était participatif, avec les promoteurs, avec l'idée de dire on a besoin de vous pour construire la ville, vous avez besoin de nous aussi pour travailler, essayons de faire les choses intelligemment, de se parler, et donc on a mis un certain nombre de contraintes, alors que ce soit sur les matériaux, sur les typologies de logement, évidemment, sur le logement social bien sûr, sur tout ce qui est autour de la végétalisation, le respect de l'environnement, donc tout ça c'est très poussé, et puis sur le mètre carré, où c'est le problème du prix du mètre carré, c'est ce qui pose le plus de problèmes aux promoteurs. Ils vont toujours vous trouver des choses. Et oui, mais le sol était pollué, il a fallu le dépolluer. Oui, mais là, vous comprenez, si je fais ça, mon logement, votre logement sera un peu moins de bonne qualité, alors qu'on demande des qualités dans les matériaux. Bon, ils trouvent toujours des bonnes raisons, mais en tout cas, on tient. Et en tous les cas... et ça marche ? Ça marche. On a une soixantaine. Nous, on a un peu plus. On avait quand on l'a faite il y a 5 ans, on avait la réunion. On avait eu 40 promoteurs qui étaient venus la signer. Depuis, on en a 60. Depuis, on en a radié aussi parce qu'on a des promoteurs qui ne jouent pas le jeu. Donc nous, c'est clair, quand ils ne jouent pas le jeu, on les voit une fois, on les voit 2 fois, et après, on les radie, on le fait savoir. Évidemment, c'est pas un document opposable, la charte de promoteur. Oui, c'est un outil. Ça n'a pas de valeur. Aucune valeur. C'est un outil politique. Par contre, pour l'image du promoteur et pour ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut dégager, c'est quand même important qu'il ne travaille pas contre la ville, mais avec la ville. Mais donc, on en a radié 3 ou 4 depuis 5 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est sur des petites opérations en plus, parce que nous, à Malakoff,
on n'a pas de friche, on reconstruit la ville sur la ville, et effectivement, on a souvent des petites opérations. C'est du pavillonnaire, 2-3 pavillons qu'on rassemble et qui... Alors ça, c'est le remembrement, ça c'est une des problématiques. La dame le posait la question, et Philippe Laurent tout à l'heure disait qu'effectivement, il faut faire attention parce que nous, on a des promoteurs qui viennent, qui repèrent des petits pavillons qui parfois sont pas forcément en mauvais état, vont voir les gens, leur promettent des sommes astronomiques, et du coup on a 2 pavillons, 3 pavillons, ils se regroupent pour faire un petit collectif en soi, et donc ils se rendent compte après, ils ont tellement promis des sommes considérables de foncier aux habitants qu'ils n'arrivent pas à boucler leur opération. Bon, là on leur dit effectivement débrouillez-vous, c'est votre problème, et on a eu des promoteurs qui finalement ont renoncé aussi parce que ils n'ont pas réussi à boucler leur opération, et des gens qui aujourd'hui ont ça à l'esprit. Nous on fait beaucoup de pédagogie, on leur explique, et on dit aux gens, si vous recevez des papiers dans votre boîte aux lettres, donnez-nous venez nous voir, nous on écrit aux promoteurs, on leur donne rendez-vous, et entre guillemets on leur passe un savon en leur disant c'est pas comme ça qu'on travaille à Malakoff. Première chose à faire, c'est que vous avez un projet, vous venez nous voir. Bon, alors après évidemment il y a toujours un projet, il faut des terrains aussi. Oui, donc bien sûr, mais il y a toujours il y en a toujours qui passent à travers les mailles du filet parce qu'on n'est pas en maîtrise de tout. Je ne vous dis pas que c'est pas facile, c'est du quotidien, c'est extrêmement compliqué. Et puis on a aussi, c'est comme partout, dès qu'on fait des opérations, les habitants veulent du logement social à Malakoff, parce que évidemment plus on a de logement social, plus on a de demandes. Moi j'ai 2000 demandeurs de logements sociaux, rien que Malakoffio. Voilà, parce qu'une fois qu'on a... Donc c'est énorme, ce qui est normal, puisque les jeunes qui sont nés dans leur logement social à Malakoff, qui ont vécu, qui ont grandi, quand ils veulent quitter leur famille, ils ont besoin aussi de logement social, leurs parents aussi. Donc tout le monde veut du logement social, mais évidemment pas forcément en bas de chez soi aussi, et c'est mieux. Bon. Donc c'est des combats, je dirais, quotidiens. Mais on y parvient avec beaucoup de travail et d'assiduité dans le suivi des dossiers. Merci pour votre témoignage, Jacqueline Bellhomme. Patrick Chemovitch, vous êtes maire de Colombes. Comment vous traitez la question de la qualité ? Vous avez apporté quelque chose avec vous, je crois ? Oui, vous aussi ? Moi aussi, j'ai ma charte. C'est une charte que nous avons mise en œuvre à Colombes en arrivant aux affaires, comme on dit. Et dans le cadre d'immobilier, effectivement, ce sont des affaires parce qu'il y a des logiques économiques qui président. C'est un business et donc on est confronté à ça. Il y avait auparavant une charte qui avait été mise en place par l'équipe précédente, mais en fait qui était plus incitative à construire des grands logements chers plutôt que gérer la discussion avec les opérateurs. Ce que nous avons mis en place, nous, c'est d'une part le dialogue. Comme ça vient d'être dit, la charte n'est pas opposable, elle n'a pas de valeur juridique, etc. Mais par contre, ce qu'on prône, nous, c'est la discussion et le dialogue avec à la fois les promoteurs, mais à la fois aussi avec les habitants. Donc il faut qu'on arrive à discuter sur un projet, avec le promoteur, avec des contraintes, et je vais y revenir, et puis avec les habitants. C'est-à-dire que quand il y a un projet à un endroit dans un quartier, alors on parle dans le diffus, hein, quand on est dans une opération d'aménagement, c'est beaucoup plus contrôlé, il y a des prescriptions, il y a des règles de ZAC, il n'y en a pas besoin de cette charte. Par contre, quand on est dans le diffus, oui, les habitants qui habitent autour ont le droit de connaître les projets et de ne pas les découvrir au détour d'un panneau affiché sur le terrain, comme quoi un permis de construire a été délivré. D'autant plus qu'en France, on n'a pas le droit de communiquer des projets de permis de construire, on ne peut communiquer que des permis de construire délivrés. Donc c'est quand même une difficulté spécifiquement française. Enfin, je ne sais pas si c'est spécifique à la France, mais en tout cas, c'est une réalité. Et donc, on est plutôt favorable, nous, à ce que des promoteurs puissent rencontrer des habitants et leur présenter les projets avec trois niveaux. Un niveau selon qu'on a un petit projet, selon qu'on a un projet de taille moyenne ou de grande taille, eh bien, il y a obligation, ça a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par qui, d'avoir des règles qui sont un petit peu différentes au niveau des architectes, c'est Nadège, je crois.
Philippe Laurent parlait des concours tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que si on a entre 3 000 et 5 000 mètres carrés de surface développée, eh bien, on demande à ce qu'il y ait 3 projets qui soient présentés par un architecte. Mais si on est au-dessus de 5 000 mètres carrés, il faut qu'il y ait un projet présenté par 3 architectes différents pour donner effectivement une ambiance différente, une manière de voir les choses différentes. 5 000 mètres carrés, c'est autour de 60-70 logements. Oui, c'est ça, voilà. Mais dans du diffus, c'est quand même significatif sur un axe, sur un angle de rue, etc. Oui, et puis avec toute la problématique, effectivement, comme Jacqueline vient de le dire, de gens qui viennent démarcher des propriétaires de pavillons pour faire du remembrement et avec des sommes défiant toute concurrence. Et on ne peut pas résister à ces offres-là. Vous êtes nombreux à citer ce problème, cette espèce de surenchère de la part des développeurs fonciers, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, chez les promoteurs. Du coup, il y a de la pédagogie, parce que vous parlez de pédagogie, mais du coup, il y a de la pédagogie dans le journal de la ville, si vous non, nous, vous savez, on est une ville, on a un tiers de logements sociaux, on a un tiers de pavillons, ce qui représente 9 000 pavillons. À Colombes, c'est quand même un nombre important de pavillons, et puis un tiers relativement partagé sur du marché libre, sur le territoire communal. Quand vous avez un vieillissement de population, quand vous avez le Covid, comme en ce moment avec des gens qui veulent quitter la région parisienne, eh bien, il y a des tentations comme ça d'acquérir de l'immobilier. Donc on essaye de maîtriser. Un des éléments déterminant pour nous, ça a été de mettre dans cette charte un coefficient de biotope. On peut le faire depuis la loi Allure, et en fait ça permet d'obliger les promoteurs à végétaliser, à introduire de la biodiversité dans leur programme, de la pleine terre, et puis on s'est réservé également une marge de manœuvre dans la possibilité de construire et sur les gabarits aussi des constructions pour pouvoir jouer sur les hauteurs liées aux parcelles riveraines aussi. Donc ça donne une contrainte aux promoteurs. Ils disent, je suis obligé de faire moins grand, je suis obligé de faire autrement, et donc il faut qu'ils recherchent, il faut qu'ils trouvent une solution, et ça fait partie de la discussion avec les promoteurs et avec les architectes, parce qu'il y a cette obligation de respecter nos contraintes. Avec une diversité de produits de logement également. Nous, on n'a pas mis de contraintes de prix de sortie, parce qu'il y a un marché, à un moment donné, c'est aussi la limite, c'est aussi le marché. Mais par contre, les autres contraintes sont déterminantes. Il faut du logement, quand on met du logement social, on souhaite, nous, que dans les programmes importants, il y ait une part de logement social. On fête aujourd'hui, 2021, c'était le centenaire du mouvement, de la création du mouvement social, du logement social. Et donc, c'est quand même une histoire longue en France d'offrir cette possibilité-là. On est contraint de plus en plus dans le logement social, qui est mal aidé aujourd'hui, et donc il faut réintroduire du logement social. On est à 33%, je disais tout à l'heure, mais par exemple sur une opération de 2000 logements qu'il y a eu ces dernières années, il y avait 20% de logement social avec seulement 7% de vrai logement social, parce que 13% de PLS, d'intermédiaires. PLAI, PLUS et beaucoup de PLS. Donc on remet du logement social, mais on permet aussi du logement intermédiaire, mais on permet aussi du marché libre, de l'accession, etc., une diversité de produits. La contrainte, c'est effectivement de respecter ce coefficient de biotope, et celui qui ne le fait pas, eh bien, il aura du mal à travailler dans notre ville. Vous avez mis en place d'autres types d'outils ou d'autres... Non, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on a une... Vous êtes satisfait au plan de l'urbanisme, on a une boîte à outils qui est assez satisfaisante quand même. Entre les règles d'urbanisme, le PLU, les PUP, etc. Enfin, aujourd'hui, on peut travailler assez largement sur la fabrication de la ville. Parce que, par contre, ce qui change, je crois que ce qui change aujourd'hui... La ville, elle se fabrique sur le temps long quand même. On est, alors à la fois, nous, quand on fait une opération d'aménagement, c'est 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, ça dure longtemps. On se relance dans une opération en rue, on sait que ça va aussi durer très très longtemps. Mais
on a une responsabilité, la génération des élus d'aujourd'hui, ça a été dit à plusieurs reprises dans les deux tables, c'est que il faut qu'on pense la ville post-Covid. Oui, il faut qu'on pense. J'allais faire la remarque qu'on n'avait pas parlé encore de l'impact du Covid sur la qualité des logements. Moi, j'en parle souvent et j'utilise cette formule de ville post-Covid parce que à la fois on a vu que la promiscuité posait problème dans les épidémies. Il n'y a pas de raison que cette épidémie-là, ça la dernière, y compris au sein de la cellule familiale. Hein. Au sein de la cellule familiale, dans la société, etc. Donc il faut penser l'aménagement avec des espaces, avec des distances. Et il faut penser aussi la qualité des logements, les ventilations des logements, l'exposition des logements traversants qui se ventilent et des techniques de construction qui permettent tout ceci, quoi. Voilà. Et des espaces extérieurs. Voilà. C'était quand même la très forte demande. Et des espaces extérieurs. Mais ça veut dire aussi que c'est toute la chaîne de production. Là, je suis en relation avec des copropriétaires qui ont acheté des logements il y a 1 an à peu près, ou 2 ans, et avec des malfaçons incroyables. Des malfaçons incroyables, des fissures, des balcons, j'en passe et des meilleurs. Et la question quand même du savoir-faire des entreprises, de la sous-traitance, de la sous-sous-traitance, de la formation des artisans et des métiers du bâtiment sont des questions très importantes, surtout si on doit changer avec des matériaux nouveaux, si on a des matériaux biosourcés, si on a des matériaux qui sont des matériaux de demain. C'est quelque chose, les chambres de métiers commencent un petit peu à réfléchir à ça, les professionnels, mais on ne va pas assez loin aujourd'hui, alors qu'on devrait être, le plan de relance de l'État devrait financer massivement ces questions-là. Merci beaucoup pour votre témoignage, Patrick Chemovitch. Philippe Laurent, sur cette question de la qualité, je voyais hocher de la tête sur la question des malfaçons et de la qualité de la construction. Alors c'est vrai que la machine à produire en Ile-de-France aujourd'hui est un peu en surtension. Hein. Les entreprises ont des carnets de commandes pleins pendant plusieurs années. Hein. Les prix donc augmentent aussi et on demande à construire de plus en plus de manière technique avec effectivement des matériaux et des procédés constructifs qui sont peut-être pas forcément très bien partagés par l'ensemble des entreprises. Est-ce que c'est un sujet, Asso, et comment on maîtrise la qualité des logements Asso? Oui, c'est un sujet. Hein, on a le même sujet que Patrick, hein, sur une opération avec beaucoup de malfaçons, une opération d'accession à la propriété. Qu'est-ce que les maires peuvent faire pour ça? Qu'est-ce que les maires peuvent faire pour ça? Eh ben, pas grand-chose. Là, pour le coup, pas grand-chose. D'ailleurs, moi, j'ai demandé, j'ai souhaité au titre de l'AMF, que les sous-traitants soient interdits quand même dans les marchés publics, quoi. Alors on peut le refuser toujours, mais après on est coincé parce que l'opération nous dit ça n'avance plus, on ne trouve pas les gens, etc. On a un vrai sujet, en tout cas, de professionnalisme et de qualité des entreprises du bâtiment, je le dis. Hein, c'est clair. Alors il y en a qui sont très très bien, hein, mais franchement, en général, c'est pas terrible. Hein, et c'est pire qu'avant. Hein, ça se dégrade. Moi, je veux dire, parce que c'est un peu lié, par rapport à tout ce qui a été dit ici, on voit que les règles, par exemple du PLU, en fait, ne sont plus suffisantes. Elles sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles ne sont plus suffisantes pour faire la qualité. Le PLU ne garantit pas la qualité. D'où les chartes. D'où les chartes, d'où les démarches d'obliger, alors qu'aucun texte ne l'impose, par exemple, à un promoteur de faire un concours avec 3 architectes, par exemple, d'où aussi le rôle très important, Denis en a parlé, de l'architecte des bâtiments de France. Alors ça dépend des communes. Dans les villes patrimoniales, comme les vôtres. Chez nous, à Sceaux, une grande partie de la ville est couverte par un avis ABF. Donc, évidemment, c'est un partenaire. Hein. C'est pas un censeur. Hein. C'est vraiment un partenaire. C'est comme ça qu'il en parlait. Oui, justement, mais ça me fait plaisir parce que je crois que c'est pas le même d'ailleurs. Hein. C'est pas le même que nous. Hein. Donc, à Meudon, je crois. Et donc, du coup, je pense que ce sont des partenaires très importants. Cette implication... Il y a un enjeu sur le patrimoine, il y a aussi un enjeu dont on n'a pas parlé, c'est la réhabilitation du patrimoine auquel vous êtes chacun confronté. Enfin, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets, mais... Alors sur la réhabilitation, notamment la réhabilitation énergétique, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Nous, à Sceaux, on est expérimentateurs avec Montfermeil du PREP, là, du
plan de rénovation énergétique des pavillons, avec tout un ensemble de dispositifs qui permettent d'accompagner le particulier propriétaire de pavillon, parce que les trois quarts des propriétaires, en fait, se font bananer, quoi. Ils se font amener par des gougnafiers qui leur disent « Pour 1 euro, on va vous faire l'isolation de votre maison ». Alors que en plus, on aboutit à des aberrations sur le plan architectural, hein, c'est-à-dire la suppression des caractéristiques architecturales de la maison. Enfin bref, on a beaucoup d'initiatives sur tout ça. Mais en tout cas, je crois qu'une des clés, et Patrick a vraiment raison d'y insister, c'est quand même le monter en qualité, en compétence des entreprises. Là, on a... Et je pense que c'est lié aussi au fait que finalement, on considère que en fait, le bâtiment, c'est faire du béton, quoi. Voilà. C'est tout, il n'y a que ça. Et donc, je crois qu'il y a une grande progrès à faire là-dessus. Denis Larguero voulait réagir, et également vous, monsieur. Tout le monde veut réagir. Et ensuite, on donnera la parole aux questions. Oui, bien Denis sûr, Larguero. on va passer aux questions très vite. Mais c'est vrai que sur la construction bois, par exemple, c'est le sujet aussi du moment. Nous, on bâtit actuellement la plus grande résidence structure bois massif. À Meudon-la-Forêt, ça ne s'invente pas, c'est normal. Mais on voit bien que la filière bois, aujourd'hui, en France, n'existe pas. Il y a un chaînon manquant. La filière bois, elle existe, elle n'est pas assez structurée. Mais elle n'est pas assez structurée. Et on voit bien qu'il y a un chaînon manquant. On a une forêt... on a certains éléments de la chaîne, mais il en manque, notamment les scieries et la préfabrication du bois et des poutres, voilà, qui est manquante dans ce pays. Et on voit d'ailleurs qu'une grande partie du bois qui va servir à construire cette résidence vient d'Europe. Et elle ne vient pas de nos forêts françaises. Donc on voit bien là, et Philippe a raison, que nous avons besoin d'un saut technologique et d'accompagner cette transition. Et là, nous, on vient d'avoir les résultats d'un sondage intéressant qui est le lancement de la démarche de PLUI. Et donc, on a interrogé les habitants de GPS. Ils ont reçu un questionnaire dans toutes les boîtes. Il y a eu près de 14 000 réponses, ce qui est quand même très significatif. Très bien, ouais. Bon, je vous passe l'analyse évidemment de toutes ces réponses, mais la demande principale en termes d'accompagnement pour le logement, puisqu'on parle logement et on parle qualité du logement aujourd'hui, ce soir, c'est pour 48% des répondants, c'est l'accompagnement à la rénovation énergétique. Et donc, on voit bien que pour faire le lien avec le patrimoine, la difficulté de l'isolation thermique par l'extérieur, la fameuse ITE, qui vient dégrader effectivement et rendre difficile cette rénovation thermique, en tous les cas, pour un certain nombre d'immeubles à valeur ou de pavillons à valeur patrimoniale, donc qui rend la tâche difficile aux ABF parce qu'ils doivent parfois refuser ces rénovations thermiques. Et l'autre sujet qui est celui de l'accompagnement des grandes copropriétés, où là on a du mal à faire voter ces rénovations parce qu'il faut être accompagné effectivement financièrement et l'enjeu sans doute des prochaines années, c'est effectivement comment aller chercher ces financements. Collègue Chaïmovic a raison, effectivement à un moment donné il y a la conviction, mais il y a aussi les moyens. Donc là, dans le plan de relance, il y a un certain nombre de moyens qui sont donnés. Je crois aussi beaucoup que dans ces affaires-là, on a parlé de production de logement, on a parlé de qualité de logement. Je pense qu'aujourd'hui, il nous manque une parole forte de l'architecte. L'architecte au sens des architectes. Parce que... Alors, les architectes ont fait 90 propositions. Hein. Voilà. Le Conseil de l'ordre national a fait 90 propositions. Donc, je vous invite à les lire sur leur site. Et ça, on voit bien qu'on est souvent renvoyés les uns contre les autres. Les maires sont des bétonneurs, les promoteurs sont des affairistes. Souvent, ça se termine un peu comme ça. Et ce qui conduit au fait qu'on a du mal à construire, parce que les gens, effectivement, ne veulent pas de construction à côté de chez eux. Et je pense que pour sortir un peu de ce débat, un peu de ping-pong, où finalement on met du temps à sortir des opérations, parce qu'on doit faire tout ce travail d'explication, de concertation, de conviction, il me semble qu'on devrait trouver le moyen, et nationalement, que les grandes figures de l'architecture, comme les grands artistes, comme les grands acteurs, comme les cinéastes, savent le faire pour leur propre promotion, j'ai envie de dire,
qu'on puisse avoir une parole forte de l'architecte. Pour dire, nous, à Meudon-la-Forêt, on a par exemple Fernand Pouillon. C'est extraordinaire. Quand vous arrivez à Meudon-la-Forêt et vous vous retrouvez au milieu de cette œuvre de Fernand Pouillon, vous êtes bluffé. Je veux dire, bon, mais et donc son acte en lui-même est conviction, emporte la conviction. Et aujourd'hui, ce que je constate quand même, c'est que la parole de l'architecte aujourd'hui, elle est peu présente dans le débat public. Malheureusement, c'est pas la faute de l'architecte ou des architectes. Elle est aussi peu écoutée dans la chaîne de production. Voilà. Et elle manque. Très peu considérée. La parole de la création, la parole de l'art, la parole de cette parole de conviction, elle manque un peu. Alors, on va transmettre votre message à Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre national, pour l'inviter à venir vous rencontrer. Ou aux stars de l'architecture. Ou aux stars de l'architecture, mais il y a tout. C'est une star, déjà. C'est une star, Christine. mais aussi aux autres architectes, notamment ceux des CAUE qui vous accompagnent dans votre gestion quotidienne. Oui, vous vouliez réagir, Jacqueline Bellhomme, et également Patrick Chemovitch. C'était sur la question de la rénovation. Très rapidement, je voulais réagir. C'était au propos de Philippe Laurent sur l'ABF. Je voulais un peu tempérer les ardeurs. C'est que moi, dans ma petite courte vie de maire, ça fait 7 ans que je suis maire aujourd'hui, j'ai eu à faire l'ABF 2 fois dans ma vie, et sur ma ville. Évidemment, j'ai deux équipements qui sont classés, enfin qui ne sont pas classés, qui sont répertoriés, donc voilà, qui sont inscrits. Donc j'ai la fac de Nanterre, la fac de Malakoff, pardon, qui est l'ancienne école Supélec, donc qui est donc une très belle bâtisse, et puis Claxin aussi. Et sur 2 opérations, alors je disais, c'est pour ça que l'ABF, en fonction de qui construit, je trouve qu'il n'a pas du tout la même réaction, parce que la première opération est une opération privée, mais la ville avait du logement social à l'intérieur, et donc à 200 mètres de Claxin, mais il fallait quand même 2 virages avant de voir la cheminée. Et donc on a eu, tu te souviens Philippe, d'ailleurs, j'étais passée au tribunal, enfin je disais le tribunal parce que j'avais vraiment le sentiment que c'était le tribunal, avec des architectes qui avaient pris des photos partout, mais qui étaient même pas venus nous rencontrer. Bref, tout contesté à ta truc. Donc une expérience douloureuse. Douloureuse, mais bon, d'ailleurs qui est toujours pas sortie. Mais enfin bon, après tout, nous on s'aidera pas non plus. Mais par contre, quand il y a un ministère qui s'installe à Malakoff, donc le ministère des Affaires sociales, à la place de l'INSEE, et qui nous construit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous, on avait convenu comme projet initial, qu'on construit avec les habitants, etc., et devant la fac Descartes, et là, pour le coup, les bâtiments de France, ils trouvent ça bien. Voilà, donc c'était votre petit coup de griffe aux architectes des bâtiments de France. Le coup de griffe est passé, je ne sais pas si certains nous écoutent, mais alors, on va d'abord écouter Patrick Chemovitch avant de vous repasser la parole, Philippe. Oui. D'abord moi. Oui, je voulais réagir aussi sur les questions de réhabilitation. Alors, très rapidement, parce qu'on a des questions, on a des gens qui nous écoutent, on a un petit peu dépasser l'horaire, désolé. Je suis un peu multicasquette, mais une de mes casquettes, c'est d'être en charge de la rénovation thermique des bâtiments à la métropole du Grand Paris, effectivement, à partir de l'expérimentation de Sceaux et de Montfermeil. Et puis vous êtes un peu urbaniste de formation aussi. Et je suis aussi un peu urbaniste de formation. Je préside aussi l'Association française de développement urbain, et je suis aussi au Conseil fédéral des offices HLM. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes comme ça. Mais surtout, on voit bien qu'en France, on s'intéresse beaucoup à la production, parce qu'il y a de l'emploi de production de logements neufs, mais qu'il y a beaucoup plus de Français qui vivent dans des logements déjà existants, et que qui sont parfois des passoires thermiques, qui sont et qui sont plus aux normes de confort intérieur, de chauffage, d'électricité, de ceci, de cela, et qu'il y a un gros travail important à faire. Et l'enjeu, il est plutôt dans la. Moi, je trouve que économiquement, même en termes d'emploi, etc., c'est plutôt dans la rénovation des bâtiments et des pavillons, mais voilà, de l'existant, parce que ça concerne encore plus de monde en termes de qualité de vie. Et que c'est comme ça qu'on arrivera à suivre les objectifs en termes de dépenses énergétiques. Non, il ne veut pas. D'accord, très bien. Donc on va tout de suite passer aux questions. Il n'y en a pas? Non, il n'y a plus de questions? Si? Qu'est-ce qu'ils disent à la régie? Il n'y a pas de questions? Pas de questions une fois, pas de questions 2 fois? Non. Dans la salle peut-être, ici avec nous? Ah oui, il y a une main se lève. Un micro arrive.
Bonsoir. Bonsoir. Non, moi, je ne vais pas poser une question. Je Alors, vais vous simplement présentez, faire peut-être un constat. Oui, Vous Béatrice Baudin, je suis adjoint au maire à l'urbanisme de la ville de Garches. Moi, je vais faire un constat, c'est que quelle que soit la taille de nos communes, quelles que soient aussi nos étiquettes, on a tous comme la même préoccupation. Et je vous remercie pour les pistes que vous nous avez données ce soir, parce que nous avons tous, oui, les mêmes préoccupations et nous devons répondre à la fois, effectivement, à la demande de logement et à la fois à la demande de qualité de vie de nos habitants. Et je voulais tout simplement vous remercier parce que moi, j'ai pris note d'un certain nombre de pistes qui sont données. C'est vrai que les réponses ne sont pas les mêmes parfois, mais ce sont quand même des éléments de réponse qui sont très intéressants pour nous, qui œuvrons tous les jours pour nos habitants de nos communes. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Toujours pas de questions. Les zoomers derrière leur écran? Non. Les zoomers ont dit non. C'est votre dernière chance, hein, parce qu'après, on va couper. Eh bien non, et donc il n'y aura pas de questions. Un petit mot de la fin peut-être, quelqu'un ici? Non, sur cette table? Oui, Jacqueline Mellum? Oui, président? Non, pas de mot de la fin, excusez-moi, mais je crois qu'on l'a un peu dit, surtout en petite couronne, comme nous sommes tous des maires du 92, avant le logement, c'est le droit à la ville pour toutes et tous et aux portes de Paris. Et ça, c'est un enjeu, à mon avis, dans la métropole. Aujourd'hui, on va aborder, là, on a soldé le SCOT, on va dire, en tout cas pour sa partie théorique. On va voir comment ça se passe dans la pratique. On aura bientôt le PMHH. Et ces deux piliers, à mon avis, importants. Ça ne peut pas marcher sur une seule jambe, quoi. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Philippe Laurent. Oui, non, simplement pour remercier l'ensemble des participants à cette tribune, remercier notre animateur, Cyril, et puis remercier aussi toute l'équipe technique et l'équipe du CAUE. Remercier Denis tout particulièrement pour avoir parlé des architectes comme il l'a fait. Il a eu raison. Il faut qu'on fasse attention sur les architectes, à ce que les architectes ne deviennent pas les salariés des promoteurs. Ça, c'est un sujet important. Christina Lecomte, la présidente, en est évidemment consciente. Ils ne seront jamais salariés, mais c'est vrai qu'ils sont bien mis sous pression. Quand même. Ils sont quasi, quoi. Voilà. Parfois, pas tous, loin de là. Mais faisons attention à ce qui parfois peut apparaître comme une simplification et qui, en réalité, est une dénaturation et un appauvrissement, en réalité, de la qualité, quoi, d'une manière générale. Voilà. Donc, en tout cas, merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt. Et à tous les invités. Et merci à tous les...